Bon, écoute, tu es officiellement mon neuvième invité. Tu aurais dû être mon dixième, mais mon invité précédente a annulé. Ah, Malheureusement, ça arrive. Je t'aurais bien voulu avoir en top 10, mais bon. Au plaisir de te recevoir sur ce podcast. Comment tu vas, Fabien? pas bien, ouais. Fabien, excuse-moi, ou la Quentin, comment tu vas? C'est un bon début, monsieur. Tout baigne, tu vois, je suis revenu chez moi à Valencia pas plus tard qu'hier soir et ça fait du bien de retrouver le soleil. Super. T'étais parti en France avant? J'étais juste un week-end en France ouais, pour les 60 ans de mon beau-père, donc c'était juste un aller-retour de 48 heures, mais à Valence, le mois de mars, c'est pas ouf, tu vois, donc il a plu toute la semaine dernière. Je suis arrivé là dans le sud de la France où pourtant il a plu aussi. Donc, ça fait du bien de rentrer. Moi, c'est un facteur extrêmement important pour moi, le soleil. Et pour le coup, J'avais quand il... cru, me- j'avais cru comprendre ça. Tu vois, moi, le soleil, enfin, peu importe le temps, je me dis, ça change pas grand-chose à mon humeur, je me laisse pas impacter par les événements extérieurs. Et Après, c'est je très comprends. bien. Comment? Et c'est très bien, je dis c'est très bien. Moi, c'est un truc qui... j'ai tellement grandi dans cette grisaille qu'il y a au bout d'un moment où j'ai plus pu... Et c'est surtout, je pense, le fait d'être parti vivre en Australie qui m'a matrixé, où c'est devenu acquis qu'il fasse soleil quasiment tous les jours. Et de ce fait, quand tu rentres après en Europe occidentale, au-dessus de l'Espagne, du moins quand tu es en France ou quoi, bah, ça t'atteint trop vite. Et j'ai eu, je pense, tu vois, là où ça a merdé, c'est tu fais 2 ans et demi en Australie où il fait soleil tout le temps, tu rentres et on t'offre un job à Londres. Et du coup, la transition, elle est beaucoup trop brutale de passer du soleil à la pluie constante. Je pense que depuis ce moment-là, dans ma tête, il s'est passé un truc qui fait que je peux plus vivre dans un climat où il Il y a eu pleut, un où il changement fasse radical, quoi. gris tout le temps. Ouais. Je comprends. J'ai pas vécu cet extrême-là, donc je peux pas me mettre cette place-là. Écoute, pour démarrer, pour tous ceux qui te connaissent pas déjà, est-ce que tu pourrais te présenter déjà, qu'on sache davantage qui tu es? Ouais. Quel morceau est-ce qui t'intéresse? Parce que c'est vrai que la présentation rapide, c'est un exercice sur lequel je suis extrêmement mauvais. Parce que généralement, ça dépend de quelle facette veux-tu voir aujourd'hui. Est-ce que c'est l'entrepreneur, le coach, la personne qui s'est expatriée à 22 ans? Il y a eu pas mal de choses différentes qui se sont passées et je peux vite partir sur des tangentes. Si tu écoutes un peu le podcast, tu te rends compte tu sais à qui tu as affaire. Mais grossièrement, moi j'ai 34 ans. Je suis entrepreneur depuis maintenant 10 ans et plus vraisemblablement, enfin, ce que je fais paraître sur les réseaux sociaux, c'est surtout le fait que je sois parti m'expatrier à l'âge de 22 ans aux États-Unis, puis en Australie, puis en Angleterre, où j'ai développé ma carrière de personal trainer dans le fitness, dans le fitness dit fonctionnel, le functional fitness, functional bodybuilding. Et aujourd'hui, je me détache un petit peu de ça, où je me concentre plus sur de la création d'entreprise, création de produits, où aujourd'hui, je suis cofondateur d'entreprise Think Protein. Et voilà, ce sera déjà pas mal pour commencer, je pense. Bah, je pense que c'est une très belle USP là que tu viens de me faire, donc oui. Non, franchement, j'allais dire niveau présentation, franchement, j'allais dire dans la suite logique, l'humain, juste moi, ce qui m'intéresse, c'est l'humain qui est derrière tout ça, c'était Quentin, donc c'est très clair. Super. Juste question, et petit point également, il faut savoir que tu as été la toute première personne que j'ai écoutée en podcast. Ok. Je te suis depuis tes débuts, même si aujourd'hui j'ai pris du retard parce que j'écoute pas mal de personnes. Mais tu es la personne qui m'a le plus inspiré. D'ailleurs, c'est à toi que je suis venu demander le micro. Ah oui, exact. C'est vrai qu'on a les mêmes micros. Ouais. Et juste question là qui me vient à l'esprit, pourquoi ce changement de nom d'entreprise au niveau sportif? C'est-à-dire changement de nom d'entreprise. Aujourd'hui, avant, c'était la Playbook Academy. Et Ah, donc ça, le concept que j'avais de mon côté. Alors, si on en revient à la genèse de mon concept fitness, je me suis orienté très vite dans le fonctionnel parce que moi, le fitness, à la base, c'était pas pour me développer esthétiquement parlant, c'était pour me développer en termes de performance. Parce que moi, j'ai commencé à m'entraîner non pas pour être beau physiquement, même si ça a été un petit peu la conséquence de ça, mais ça a été plutôt pour être plus efficace sur le terrain de football américain à l'époque où j'ai démarré ce magnifique sport extrêmement aussi dangereux, qui du fait, j'ai commencé, j'étais frêle, j'étais très maigre et j'avais un besoin plus qu'impératif de prendre de la masse musculaire pour éviter de me faire exploser sur le terrain. Donc grossièrement, je me suis très vite orienté vers des préparations physiques, des programmes, enfin des programmes de préparation physique d'université américaine. Donc on était très vite dans le fonctionnel. Donc quand j'ai commencé à enseigner ça sur les réseaux sociaux,
j'ai appelé mon concept la Playbook Academy parce que le playbook, c'est ni plus ni moins le livre des stratégies que tu as dès que tu rejoins une équipe de foot américain. On te donne OK. le playbook qui peut être plus ou moins long, sur lequel, par exemple, quand tu es en attaque, tu vas avoir une centaine de jeux, admettons, et de variations à connaître plus ou moins par cœur avec des appellations qui vont définir plusieurs facteurs sur le terrain. Quand tu connais ça, en fait, si tu veux, si tu vas sur le terrain, mais que tu connais pas le playbook, tu es mort. Donc, grossièrement, tu ne sers à rien. Tu es un pion inutile. Donc, quand le quarterback, donc le capitaine de l'attaque, va appeler un jeu, il va dire une phrase plus ou moins longue. Et si tu ne sais pas à quoi correspond cette phrase, à quelle position tu vas avoir à jouer à partir de cette phrase, bah, tu es un pion inutile. Donc, c'est le livre des stratégies. Ça veut dire que si tu le sais, enfin, c'est pas si tu le sais, c'est tu te dois de le savoir pour être efficace. Bah, le concept était là. J'ai repris le mot playbook et au départ, ça s'appelait même, quand j'ai sorti au tout départ la toute première ébauche de ce projet, ça s'appelait juste le playbook. Et ensuite, je l'ai appelé Playbook Academy parce que c'était aussi un mentorship avec de l'enseignement à l'intérieur. Donc, je me suis dit, ça va avec. Et en fait, même si à moi, ça me faisait kiffer et ça parlait à personne dans le milieu francophone, hors football américain, évidemment. Sauf que je ne m'étais pas spécialisé dans le foot américain. Je ne me suis jamais autoproclamé coach pour les joueurs de football américain. Peut-être que c'est ce que j'aurais dû faire, mais je ne l'ai pas fait. Et donc, il a fallu que je me réadapte et que je change un petit peu le nom du concept pour simplement que les gens y voient plus clair. Donc après, c'est passé vu que c'était de l'entraînement dit hybride avant que le terme hybride devienne populaire à travers l'entraînement de mix musculation et course à pied. Pour moi, hybride, c'était simplement le fait de mixer plusieurs capacités. En l'occurrence, le CrossFit, pour moi, était déjà un type d'entraînement hybride, entraînement croisé. Donc, j'avais appelé ça hybride training club, en fait, tout simplement. Et là, c'était vraiment facile de savoir ce que c'était, quoi. Tu savais que tu allais faire de l'entraînement croisé, hybride training, et club, tu savais que tu allais être en communauté. Et c'est comme ça que tout a évolué au final. OK, c'est marrant d'avoir un peu le storytelling qu'il y avait derrière. Tu vois, personnellement, même si maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'il y a sûrement un créneau à prendre dans le foot US en tant que Non, coach. il a été pris maintenant, mais ouais, je pense qu'à l'époque, peut-être que ça aurait été pertinent pour moi. Mais là aussi, pareil, tu vois, où je me suis pas positionné dessus parce que j'ai fait du foot US pendant 3 ans, ensuite j'ai stoppé pendant 8 ans, et ensuite j'ai repris 3 ans, tu vois. Donc en fait, pendant cette période, j'en faisais plus. Donc pour moi, il n'y avait pas la pertinence de coacher ces gars-là alors que j'étais hors du game depuis longtemps. Mais tu vois, personnellement, après, c'est sûrement parce que je te suivais déjà sur les réseaux et j'écoutais ton podcast. Moi, ça me parlait. Enfin, je sais que ça me parlait déjà très bien le mot Playbook Academy, mais Ok. enfin, je comprenais pas d'où ça venait. Hmm. Non, je comprends mieux, mais ça me parlait, tu vois. Euh, mais ok, d'accord, super. C'était juste Ah, question par question. c'est toujours compliqué quand tu sors un concept, il faut qu'il soit clair, que les gens comprennent assez rapidement, sans quoi tu crées des frictions. Et si la personne se dit, ah, en fait, je ne sais pas trop ce que c'est, du coup, je ne vais pas creuser plus loin. Tu vois, quand une femme cherche un programme fesses et qui est beaucoup, si tu as un truc qui s'appelle booty, je sais pas quoi, big booty ou quoi, bah, tu sais, tu vois. Alors que si tu as un programme fesses et que tu l'appelles Playbook Academy, bah, en fait, les filles qui cherchent un programme PES, au premier abord, bah, en fait, tu te tires une balle dans le pied. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'était exactement la même chose, même si je suis allé chercher un cas extrême ici. Tu vois, petite anecdote, je fais l'aparté avec moi. À l'inverse, tu vois, quand je dis la horde, tu te dis ça Hum, n'a rien à voir avec le milieu sportif. Il n'y a pas le mot gym, il n'y a pas le mot fitness, il n'y a rien. Et je me dis, hum. c'est justement le paradoxe. Un peu comme l'entreprise David Laroche d'ailleurs, qui s'appelle Der Paradoxe. C'est justement parce que le terme n'a rien à voir que ça va tilter dans la tête des gens. Dans le sens, il n'y a pas de. Enfin, d'ailleurs, je voulais un truc qui n'avait pas de frontières. Il y a l'aspect communautaire déjà dans l'aspect horde, l'aspect meute, l'aspect famille, enfin, le groupe. Mais je voulais un truc vraiment qui dise, ça casse les codes. Je voulais vraiment que tout le monde et personne à la fois se retrouve dedans. Et c'est justement pour ça que ça allait marquer les esprits. Ok. J'ai pensé différemment, toi, cette approche. Je t'avoue que quand tu m'as dit je suis fondateur de la Horde, au début, j'ai pas compris. Je me suis dit fondateur de quoi? Et maintenant que tu dis la Horde, ouais, ok, donc c'est la meute, quoi. Et, grossièrement, bah, ça appelle un sentiment communautaire. Et vu que ça fait meute style à l'ancienne, moi, je verrais plus le truc. Enfin, si tu me dis rien, je me dirais, c'est une communauté où ça parle d'un peu de nutrition ancestrale ou quoi. Enfin, en tout cas, au premier abord, c'est comme ça que je le verrais. Et peut-être que je suis à côté de la plaque, mais à moi, c'est ce à quoi ça me fait penser. T'es pas totalement dedans, mais t'es pas tellement à côté. Mais tu vois, au moins, ça t'a marqué l'esprit parce que t'es curieux. Et c'est exactement ce que je voulais dans la tête des gens. C'est dire, ok, mais en fait, c'est quoi exactement?
Et c'est Ouais, pas mais en beaucoup pour quelque réalité, chose. tu vois, je sais pas. Bon, après, c'est pas des conseils en marketing ou quoi, hein, mais je pense qu'au plus tu crées de la friction sur le manque de clarté de ce que tu vends, au plus c'est compliqué. Parce que tu m'as dit horde, mais là, il a fallu que tu répètes là maintenant. Vu qu'au début, tu me l'as dit rapidement, c'est pas pour autant que tu me l'as dit rapidement moi, je suis allé rebondir dessus. Tu vois ce que je veux dire? Je t'ai pas demandé directement ce que c'était. C'est parce que là, maintenant, tu viens d'en reparler, qu'on étudie le concept et qu'on a parlé du fait que mon nom à moi n'était pas euh, très significatif. En tout cas, il l'était pour moi, mais pas pour la population générale. Et c'est là maintenant que j'ai rebondi sur ton concept parce qu'on parlait de ça. Potentiellement, je ne me serais pas arrêté plus loin si on ne l'avait pas fait. Ok. Mais bah, tu vois, bah, c'est pour ça que je t'ai cité David Laroche. C'est parce que son nom d'entreprise, même si j'avais pas attendu de le connaître pour ça, bah, c'était Paradoxe. Et tu dis Hmm. Paradoxe, ça n'a rien à voir avec son domaine. Et c'est Ok, justement pour ça que les gens le retenaient. Et du coup, bah, j'ai fait un peu le parallèle. Je me suis dit, il y a un truc à faire. ok. Donc voilà. Fin de la parenthèse. Écoute, Quentin, pour, euh, pour officiellement commencer sur les sujets intéressants, est-ce que tu pourrais, enfin, si on remonte un petit peu dans le temps déjà, je vais faire Yes. des bonds dans passé futur histoire d'explorer tout ça. Mhm. Est-ce qu'il y a un événement marquant, un des moments les plus difficiles ou un événement qui a été marquant même positivement, qui te vient à l'esprit, que tu as pu traverser dans ton parcours si tu remontes le plus loin dans le temps? Bah, si tu écoutes le podcast, d'autant plus, je pense que tu sais exactement ce que je vais dire, qui a un peu défini et modelé la personne que je suis aujourd'hui, c'est la disparition de mon père à l'âge de 13 ans. Et quand tu es l'enfant aîné et que tu n'as que ça comme repère, et en tout cas de modèle masculin sur lequel tu te calquais auparavant, et que du jour au lendemain, tu ne l'as plus d'autant que tu es préadolescent et que tu as absolument besoin d'une figure paternelle pour te développer, et je pense que tu peux pas faire mieux. À ce moment-là, ça peut soit te construire, soit te détruire, ou alors ça va faire un peu les deux. Mais c'est vrai que bah, j'ai eu une adolescence extrêmement compliquée à cause de ça, de ce manque de repères. Et ensuite, c'est le déplacement à l'étranger, donc cette expatriation que j'ai fait dans un âge où, même si à l'heure actuelle, en 2025, quand on a 22 ans, c'est beaucoup plus facile de partir à l'étranger que quand moi je suis parti à 22 ans, il y a de ça bientôt 13 ans. Euh, et ça m'a construit. Mais c'est grâce à lui que je suis parti aussi. Donc, quelque part, ça m'a détruit, mais sa legacy, en fait, si tu veux, son héritage, ça a été les États-Unis parce que lui vivait aux États-Unis quand j'étais plus petit encore, par intermittence avec la France, mais c'est ce qui m'a donné cette étincelle d'y aller. Donc, ça a été le vrai le kilomètre zéro, si tu veux. Est-ce que tu te souviens de la relation que tu avais avec ton père à ce moment-là, avant ça? Dans quel sens? Est-ce que vous étiez déjà plus ou moins proches? Est-ce que tu le voyais souvent? Comment? Euh, C'était particulier parce que mes parents étaient divorcés, donc en fait on se voyait toutes les 2 semaines. Je passais un week-end sur deux chez lui. Donc en fait on se voyait pas beaucoup, mais on avait tellement. En fait, vu que j'étais le fils aîné et que je lui ressemblais comme deux gouttes d'eau, forcément que ça créait des liens encore plus forts. Donc, il voulait me modeler à son image, tout en me donnant tout ce qu'il n'a jamais pu avoir lui, qui avait eu une enfance extrêmement difficile. On avait une bonne relation, mais pas aussi haute que ce que j'aurais aimé avoir, bien entendu, puisqu'à la fin, je me souviens que je devais avoir 12 13 ans au début, puisqu'il est décédé quand j'avais un peu plus de 13 ans. Il y a eu des week-ends que je faisais sauter, où je l'appelais et je disais, ouais, j'ai pas envie de venir ce week-end, je vais passer mes week-ends enfin, le week-end avec mes potes. Parce que tu es dans un âge préadolescent où tu commences à sortir, t'intéresser à la gente féminine. Et le week-end, en fait, la semaine du lundi au vendredi, donc tu es en cours. Et le samedi, dimanche, c'était clairement les seuls jours où tu pouvais profiter de tes potes et sortir un peu à droite à gauche. Donc forcément, un week-end sur deux, bah, il y a des fois où je l'annulais, en fait. Et lui, ça l'attristait, mais il comprenait. Il se disait, bon, mon gosse, il rentre dans l'adolescence, il a envie de sortir un peu, il n'y a pas de problème. Sauf qu'évidemment, avec du recul, tu te dis, putain, en fait, bah, évidemment, tu peux pas le savoir, mais de se dire qu'au moment où je l'ai appelé pour lui dire je viendrai pas ce week-end, potentiellement, il lui restait 4 ou 5 mois à vivre, tu vois. Et si je l'avais su, bah, évidemment que j'aurais pas fait sauter ces week-ends, mais tu peux pas le savoir. Mais c'est un peu l'étendue de la relation qu'on avait, quoi. C'était pas non plus hyper fusionnel parce que on se voyait peu, mais son parcours était tellement inspirant parce que c'était un personnage tellement différent de ce qui se faisait en règle générale. J'ai eu la chance vraiment de. Quand tu étais à l'école primaire et que tu rencontrais les parents des autres élèves, de tes potes ou quoi, mon père, c'était le plus cool.
Tout le monde le trouvait cool. Déjà, il était beau gosse, il était musclé, il faisait du bodybuilding. Évidemment que j'ai essayé de répliquer ça, tu vois. C'est pour ça aussi que c'est lui qui m'a donné ce goût de l'entraînement avant même que je démarre l'entraînement. Il voulait même pas que je m'entraîne avec lui à l'époque parce que mes parents avaient peur de la croissance. C'est ce fameux truc, si tu Cliché. t'entraînes trop tôt, tu vas pas grandir. Donc, si j'avais su, forcément. Mais bon, tu vois, c'est pareil, décédé beaucoup trop tôt. J'avais 13 ans, c'était pas à cet âge-là où tu commençais à aller lifter des poids. Donc, ouais. C'est juste que notre relation, elle n'était pas hyper présente, je dirais, mais c'était plutôt que moi, c'était mon idéal, si tu veux. Je l'imaginais en me disant plus tard, je serai comme lui. Tu le remarquais déjà à cet âge-là ou tu l'as remarqué quelques années plus tard? Non, complètement. Bah, en fait, c'était tellement que quand je le voyais et qu'il me présentait à son entourage, tout le monde disait c'est ton portrait craché. Bah moi, ça me renforçait dans l'idée de je serais lui en fait moi plus tard. C'était aussi simple que ça. Pour moi, c'était l'inspiration même. C'était un mec qui savait tout faire de ses mains, qui partait faire du cinéma à Los Angeles quand j'avais 8, 9, 10 ans, qui en fait, il a jamais été hyper connu, mais il a tenté sa chance à une époque où les réseaux sociaux n'existaient pas, où c'était extrêmement compliqué de se développer un réseau. Il n'y avait pas de LinkedIn ou tout ce que tu veux. Il m'appelait d'une cabine téléphonique. Donc, tu vois, c'était pas du tout le même monde qu'aujourd'hui. Et je pense que c'était beaucoup plus excitant, mais aussi beaucoup plus. Ça faisait beaucoup plus peur par rapport à aujourd'hui où c'est extrêmement simple de se barrer. C'est pour ça que je comprends pas les gens qui veulent même pas s'expatrier, enfin, qui ont peur de s'expatrier aujourd'hui, qui veulent pas. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est subjectif, mais qui ne le font pas parce qu'ils ont peur. Aujourd'hui, il n'y a plus de raison d'avoir peur. Mais ça, c'est un autre débat. Mais grossièrement, ouais, je l'idolâtrais tellement que enfin, pour moi, c'était aussi simple que ça. Donc, du jour au lendemain, quand tu perds ton rôle modèle, forcément, ça peut te détruire complètement et détruire toutes les attentes que tu avais aussi, parce que quand tu vois ce qui lui est arrivé à la fin, tu te dis, en fait, bah, je ne peux pas être exactement une copie de qui il est. Je peux prendre tous les bons côtés et me développer moi à ma propre manière, avec ma signature, si tu veux. De toute façon, je pense que peu importe l'âge à laquelle tu perds un de tes parents, ça reste extrêmement difficile. C'était quand même, je perds son premier mentor, mais c'est tes premières références. Donc à 13 ans, c'est quand même quelque chose de relativement traumatisant. Toi, mon père a Mhm. perdu son père à 18 ans, mais c'était certes l'aîné, il avait une sœur et un frère, mais il a eu le temps quand même de se construire un petit peu entre-temps. Mais 13 ans, oui, c'est quelque chose. Est-ce que tu as ressenti le besoin derrière de dire, OK, maintenant c'est un peu moi le chef de la famille, c'est un petit peu moi qui doit prendre les responsabilités et je vais devoir assumer ça? Euh, Comment ça s'est passé à ce moment-là? oui et non, mais quelque part, je me suis autodétruit à cette période-là. C'était un peu particulier. Déjà, j'ai refusé de voir un psychologue parce que Euh, pour moi, c'était, bah, évidemment à l'époque, je dis pas que c'est le cas aujourd'hui, évidemment pas, mais c'était pour moi un acte de faiblesse. Donc forcément, quand tu as ça qui se passe dans ta vie, tu veux te montrer fort, donc tu essayes d'être là. Ensuite, derrière, je me suis pas senti avoir à prendre ce rôle-là parce que, en fait, on avait une famille donc séparée. Ma mère s'était remise avec quelqu'un avec qui elle a eu mon petit frère qui a 10 ans de moins que moi. Donc en fait, il y avait un homme à la maison, si tu veux, vu que je vivais plus qu'avec ma mère à cette période-là. Enfin, après son décès, forcément, j'avais plus de raison d'aller un week-end sur deux passer, parce que ma mère habitait à Chambéry, mon père à Grenoble. Et j'avais plus de raison, parce que d'autant plus que je ne m'entendais pas bien avec sa femme à lui, donc j'avais plus aucune raison d'y aller, sauf que j'avais une petite sœur et un petit frère aussi de ce côté-là, que j'aimerais voir davantage, mais on a un peu, enfin, le contact n'a pas été maintenu suffisamment bien. Mais si tu veux, je ne me suis pas senti obligé de prendre le relais parce qu'il n'y avait pas vraiment de relais à prendre, parce que ça n'a jamais été un père ultra présent. Mais moi, de l'autre côté, il y avait donc mon beau-père, le père de mon petit frère, qui lui était là à la maison, mais qui était plutôt pour moi, ça n'a jamais été un père bis. C'était un pote. C'était un pote adulte qui pouvait me montrer des trucs de temps en temps et qui m'aidait, mais c'est pas quelqu'un que j'admirais. Donc en fait, j'avais une place un peu bâtarde ou même je trouvais pas ma place, si tu veux, parce que parfois je m'entendais pas très bien avec lui, mais vu que c'était lui l'homme de la maison, bah j'avais pas vraiment ce rôle à prendre. Des fois ça clashait un peu, mais en fait, j'étais plutôt à essayer de comprendre qui j'étais moi. Et c'était plus de la recherche d'introspection parce que je ne savais pas qui j'étais. J'avais à l'époque peur de rien quand j'avais mon père parce que je savais que c'était mon ultime protecteur et que s'il se passait quelque chose, bah, il défonçait tout, si tu veux, hein, parce que c'était une montagne de muscles et que, enfin, en fait, j'étais protégé. Mais une fois que lui disparaît, bah, tu n'as plus ça. Et du coup, je me suis retrouvé à me faire taper à l'école.
bully, en fait, si tu veux. Je sais pas comment on appelle ça en français. Je crois que les Canadiens disent intimider, mais c'est pas vraiment le bon terme. Du Mais harcèlement, du quoi. coup, ouais, c'est du harcèlement, exactement. C'est ça, c'est du harcèlement. Et je me suis retrouvé donc, à me faire harceler à l'école physiquement. Euh, et du coup, à me renfermer sur moi-même parce que j'avais été mis dans une école privée et je me faisais emmerder en fait par des petits gosses de riches, si tu veux, qui eux ont toujours tout eu dans leur vie et qui n'ont jamais souffert comme je venais de souffrir, mais qui n'avaient pas la maturité émotionnelle pour se rendre compte de quoi je traversais à ce moment-là. Eux, c'était des merdeux, ils en avaient rien à foutre que j'ai perdu mon père, ils le savaient, hein, mais tu sais, quand tu as 13-14 ans, bah, malheureusement, tu es un peu l'âge con où tu es un merdeux qui... Ouais, c'est pas le bon âge. C'est pas le bon âge. Mais du coup, ça a été évidemment compliqué de se reconstruire parce qu'il a fallu que je trouve des rôles modèles à travers les gens que je rencontrais ou même potentiellement idolâtrer, que ce soit des acteurs ou des sportifs de haut niveau, des gens qui m'inspiraient parce que j'avais plus ma source d'inspiration principale et que je cherchais absolument à me rattacher à quelque chose. Je vais rebondir dessus, juste laisse-moi Bien 2 sûr. minutes. Il y a mon chat qui arrête pas de miauler à la baby tray depuis tout à l'heure. Ok, bon, on l'entend pas en tout cas, hein, mais vas-y. J'arrive, minute. Je vais vous donner quelques friandises, sinon on va me faire le coup qu'à chaque podcast ça fait, elle monte sur la table et elle tourne devant la caméra là. Ah ouais, pas ouf. J'arrive. Les gens, ça reprend maintenant. Voilà, il y a aucune coupure dans le podcast. J'essaie vraiment de laisser, en une seule traite. Donc le Ouais, seul moment où je coupe, c'est vraiment si je dois, quitter la table, quoi. ouais, bah, c'est fair enough, hein, Ouais. Écoute, c'est super intéressant ce que tu as dit juste avant, parce que tu as montré comme quoi tu as cherché, à aller bah, aller trouver en fait une autre forme d'inspiration ailleurs, une autre référence. Je veux dire, tu as parlé juste avant également de une grosse partie d'introspection, une partie où tu te cherchais. Est-ce que ça a commencé avant le départ de ton père ou ça a eu ce déclic à ce moment-là en fait, de dire en fait, tiens, j'ai peut-être pas encore toutes les clés en main, il faut que je comprenne des choses sur moi-même. Bah, avant ça, j'étais très très jeune, donc j'étais encore presque en école primaire, début de collège. Donc non, à cette époque-là, non, j'essayais juste déjà enfin, j'essayais de me faire oublier. Parce que ce qui s'est passé réellement, c'est que en maternelle et primaire, j'étais très extraverti. J'avais une, bah, après, j'ai pas évidemment des souvenirs absolus, mais le peu qui m'a vraiment marqué à cette époque-là, c'était que j'étais entre guillemets un leader. Donc j'avais mes potes qui étaient toujours, j'étais un peu le point central entre différents groupes, tu vois, qui reliaient différents groupes de potes. Et chose que d'ailleurs je suis encore aujourd'hui et qui m'a beaucoup aidé. Mais si tu veux, à cette époque-là, je ne sais pas pourquoi, mais j'étais aussi persécuté par les professeurs qui n'aimaient pas ce type de profil-là. Donc peut-être que je faisais des choses sans m'en rendre compte qui les irritaient, et c'est aussi possible, hein, je ne suis pas en train de me victimiser, mais j'ai été de ce que je qualifierais comme bridé. Tu veux, dès que je l'ouvrais un peu trop, c'était Quentin, tu fermes ta gueule, en gros, t'es puni, quoi. Et je comprenais pas pourquoi. Et Moi ça m'est aussi. arrivé. Hein? Bienvenue au club. Ouais, et en fait, je ne comprenais pas pourquoi. Et parfois, ça me laissait vraiment. Je tiltais. Enfin, je comprenais pas. Tu vois, j'ai même le souvenir très précis, un truc qui m'a tellement marqué. On avait une sortie scolaire dans un parc botanique ou un truc du genre. Et je discutais avec un pote en même temps que le mec parlait. Donc, il nous expliquait des trucs. C'était un petit groupe de 10 personnes. Et parfois, le mec se retournait et il me disait, mais arrête. Et je me disais, OK, bah, ça doit être parce que je discute avec mon pote, tu vois, donc je me tais. Et des fois, je disais rien ou un mot par-ci, par-là. Et il disait, bon, maintenant, ça suffit, tu arrêtes. Et après, je me suis fait punir, genre, maintenant, tu sors du groupe. Et là, je me suis dit, waouh, c'est vraiment exagéré, quoi. J'avais rien fait. Et le soir, donc, la maîtresse vient me voir, donc, elle m'interpelle une fois que tout le monde s'en va, en fait, elle m'interpelle, elle me dit, écoute, viens voir, j'ai besoin de te parler. Apparemment, bah, tu aurais été odieux avec le mec et t'aurais dit, j'en ai rien à foutre, toutes les 5 minutes, en gros, comme quoi bah, tu détestais ce qui était en train de se passer. Et apparemment, j'aurais clairement dit, je n'en ai rien à foutre. Et c'est absolument faux. En fait, le mec, je ne sais pas d'où il a entendu ça, si c'était une autre personne qui disait ça ou si c'était clairement dans sa tête, mais il m'a pris en grappe de sorte, il disait, c'est ce mec-là qui dit, j'en ai rien à foutre, donc du coup, je le dégage. Sauf que, bah, il dit ça à la maîtresse, toi, tu as 9 ans,
Et toi, tu comprends pas, en fait. Je disais, bah non, madame, enfin, j'ai jamais dit ça. Et du coup, bah, à cet âge-là, t'es pas trop crédible non plus. Donc, elle se dit, bon, il a dû le dire et maintenant, il a peur de l'avouer. Et puis voilà, donc je vais lui mettre une petite punition et puis c'est réglé. Et depuis ce jour-là, bah, ça m'a fait tellement peur. Je me suis dit, je comprends pas parce que je l'ai clairement pas mérité, cette punition. Et depuis ce jour-là, je me suis renfermé sur moi-même. Et ça a été dur, hein, parce que ça a duré plusieurs années, parce que je devais être en CM1 ou en CM2, mais ensuite, je fermais ma gueule. Et après, je suis passé au collège, sixième, cinquième, je fermais ma gueule. Et là, entre l'été, sixième à cinquième, c'est là où je perds mon père. Donc après, t'imagines que quatrième, troisième, ça se passe pas de ouf derrière. Donc, je me suis fait brider par le système scolaire. Et je suis, comment je pourrais dire ça? Je ressens, j'ai le mot en anglais qui me vient. Dis en J'ai j'ai- anglais. j'ai du grudge vraiment contre eux. En fait, tu vois, j'arrive pas à retrouver le mot, c'est Une certaine incroyable. forme pas de haine, mais oui, Minette, oui, mais non. Je retiens ça contre eux, en fait, si tu veux. Je leur ai pas pardonné parce que ça m'a détruit à cette période, ces actions-là. Et le fait que moi, en tant que jeune garçon, je ne l'ai pas compris et on n'a pas su me l'expliquer correctement, ça a défoncé les 5 années suivantes de ma vie, si tu veux. Et à partir de là, bah, tu perds ton identité où tu pensais être ce, entre guillemets, j'aime pas trop employer ces mots genre leader, etc. Parce que, tu vois, les auditeurs vont dire il se prend pour qui ce mec. C'était un petit peu le petit personnage que j'étais, mais derrière, le fait que ça m'ait détruit comme ceci, tu sais plus qui tu es après derrière, parce que tu te dis, alors dès que je l'ouvre un peu trop, je me fais punir, donc tu rallies les deux si tu veux. Tu commences à identifier si je l'ouvre un peu trop et je fais ça, ça, ça ou ça, je vais me faire punir. Donc il faut que j'arrête d'être comme ça en fait. Et c'est malheureux, mais ça a été la situation dans laquelle je me suis retrouvé avant que je puisse, à travers le sport, me réouvrir un petit peu, à reprendre la confiance en moi et à Être belle. enfin enterrer ça derrière moi, à me dire, en fait, c'était que des conneries. C'est pas une vérité absolue. C'est pas parce qu'ils m'ont traité de la sorte que je le méritais. Et ça m'a permis de me d'éclore un petit peu, si tu veux. Tu vois, j'allais dire au début en fait de ce que tu me disais par rapport à la scolarité. Il faut savoir, j'ai une scolarité relativement compliquée. Oui, mais Minette, non, mais là on va pas être d'accord là. T'es mignonne, mais bon, là le podcast il commande juste. Putain, désolé, hein. Minette, non. Voilà, elle est mignonne quoi. C'est pas ouf non plus. Euh, J'allais dire en fait, je me retrouvais beaucoup dans ce que tu disais dans ton discours au début. Mais c'est ouf par contre ouais, quand tu dis que ça t'a bridé, il n'y a pas d'autre terme, hein. Je vois bien en fait les différents types de profils d'élèves qu'il y a à l'école. Tu as les versions rebelles, tu as ceux qui vont avoir cette haine envers l'école quand ils commencent à s'en prendre plein la gueule. Ceux qui rentrent pas trop dans les cases, moi j'ai clairement ce type d'élèves. Tu as ceux qui veulent prouver comme quoi ils sont pas la version qu'on définit qu'eux, hein, enfin d'eux. Ils disent pas, écoute, on te dit tout le temps que t'es qu'une merde et non, je suis pas comme ça, j'ai trouvé le contraire. C'était clairement mon profil. Et t'as ceux bah, qui, comme toi, je pense, te disent ok, en fait, je vais fermer ma gueule et c'est mieux comme ça parce que je rentre pas dans les cases, quoi. Je suis pas le bon petit mouton, bon petit samaritain. C'était un peu ça, ouais. J'étais très rebelle, mais je me suis tellement rebellé que je me faisais punir sans arrêt. Donc je me suis dit, bah arrête, en fait, ça ne fonctionne pas. Et il y a eu le profil inverse, qui était mon petit frère qui a 3 ans de moins que moi, qui lui est parti dans une démarche tout aussi rebelle que moi, sauf que lui, il allait jusqu'au bout. Ça veut dire que lui, il se faisait punir H24 et il se battait sans arrêt, et ce qui lui a valu le fait qu'il a quitté l'école, en fait. Il a pété un plomb, il a dit, ah, bah, c'est bon, en fait, vous me cassez les couilles. Et je voulais pas suivre ça parce qu'on m'avait tellement éduqué à dire tu dois faire de longues études et travailler dur à l'école si tu veux un bon job, ce qui fait que j'ai juste trouvé la solution de fermer ma gueule, faire le minimum syndical et passer mes diplômes en fait, si tu veux. On va y venir après, cette partie scolarité. Souvent, en fait, pourquoi je veux explorer, je dis ça à chaque podcast, les événements marquants de la vie des gens, c'est parce qu'en fait, plus on évolue et plus je comprends en fait. Enfin, c'est tellement une suite logique ce que les gens font aujourd'hui. Tu vois, moi qui te suis et qui écoute tes podcasts, je me dis quand je comprends ton parcours, c'est tellement logique là où t'en es. Ok. Non, mais c'est vrai. C'est tous les facteurs socio-environnementaux qui nous ont éduqués, qui nous ont forgés, qui nous ont formés d'ailleurs, et permis de rebondir et avancer là-dessus. Donc c'est top. Et à ce moment-là, quand tu étais à l'école, c'était quoi tes rêves? C'était quoi tes ambitions à ce moment? J'avais pas beaucoup d'ambition. Moi, à cette époque, en fait, si tu veux, il y avait deux côtés de la pièce. Ma mère, profil très analytique,
très doué avec la finance, donc il savait maîtriser son budget, tout ce qu'il fallait, donc on n'était jamais dans la merde financièrement parce que même si elle gagnait pas des milliers des cents, elle maîtrisait son budget. Elle travaillait pour les finances publiques, donc en fait, travail stable, pas de stress de ce côté-là. Et l'autre côté, tu avais mon père, entrepreneur, tout le temps dans la merde financièrement, plein d'idées, hyper créatif, mais extrêmement mauvais avec le rapport à l'argent et la gestion financière. Donc en fait, j'ai été éduqué un peu au dos son de cloche. Mais quand je voyais, bah, vu que je vivais plus avec ma mère, je prenais ce côté analytique et je me disais, moi, je ne veux jamais me retrouver dans cette merde-là. Quand je voyais mon père qui était dans la merde, ça me faisait chier. Et j'ai donné des fois des conseils financiers à mon père à cet âge-là, quoi, en disant non, tu ne devrais pas acheter ça, enfin, ce genre de choses, quoi. Quand je le voyais emprunter de l'argent assez souvent, même à des amis ou quoi, je me disais, oula, enfin, c'est pas le genre de situation dans lequel j'ai envie de me retrouver et j'y pensais déjà à cette époque-là. Ce qui m'a peut-être valu comment, un peu l'héritage derrière d'être vraiment près de mes sous, entre guillemets, de faire très attention à mes dépenses, mais qui, je pense, n'est pas forcément un inconvénient, mais parfois où je sais que je me suis restreint lorsque je pouvais, mais parce que j'ai été éduqué avec une forte valeur de l'argent. Si tu veux, de me dire, rien n'est acquis, tu travailles pour ce que tu gagnes. Vu que je viens pas d'une famille friquée, j'ai eu cette éducation-là. Et j'en suis reconnaissant parce que ça m'a énormément aidé de ce point de vue-là. Mais du coup, j'ai eu vraiment des parents opposés, en fait, si tu veux. Ta mère était entrepreneuse ou pas du tout? Pas du tout, non, Pas du justement, tout. pas du tout. Au contraire, CDI et bloqué, en fait, pour elle, c'était il faut que tu te trouves un taf et long terme. Et voilà, c'était la stabilité, si tu veux, la stabilité slash sécurité, qui est pour un profil féminin, du coup, qui fait beaucoup plus sens. Mais mon père à côté, c'était un fou, en fait. C'était un pur sang, si tu veux, Audacieux. plus qu'audacieux, c'était même parfois inconscient tellement il tentait des trucs sans avoir la base assez solide derrière. J'ai même pas la liste de tous les business qu'il a ouverts. Malheureusement, il n'y en a aucun qui a eu assez de succès. Enfin, ils ont tous eu du succès jusqu'à un certain point, jusqu'à ce que son manque de management et de savoir s'entourer fasse que ça se plante parce qu'il pouvait pas être partout. Mais il a même eu un gym. Il a ouvert une salle de sport à une époque où il n'y en avait pas. Et c'était exceptionnel. Mais ça a coulé parce que bah, il savait pas la gérer tout seul et qu'il y avait de la demande, mais qu'il se retrouvait submergé. Il savait pas s'entourer des bonnes personnes. Et il a fait ça pendant des années. Après, jusqu'à se dire, enfin, je sais même pas ce qui est passé par sa tête pour qu'il se dise, je vais maintenant être acteur et je vais partir à Los Angeles. Enfin, c'est complètement fou, inconscient, enfin, sans jamais avoir les finances derrière. Mais, mais du coup, je voulais pas être non plus, enfin, je voulais ni être le profil de l'un ni de l'autre parce que c'était des extrêmes dans les deux sens. Mais si tu veux, vu que je vivais avec ma mère, j'avais plus cette éducation de stabilité où prendre des risques, c'était too much en fait. Il fallait pas, enfin, j'essayais de pas prendre de risques, si tu veux. J'essayais d'avoir le parcours le plus tracé possible. Quand on me demandait ce que je voulais faire plus tard, bah, je savais pas trop parce que quand tu es gamin, on te demande tellement tôt au début. Enfin, j'ai voulu pendant très longtemps aller dans la police et dans l'armée ou dans les pompiers, parce que mon père était aussi pompier de Paris à côté de tout ce qu'il a fait. Euh, et en fait, je me suis retrouvé surtout à me dire, à la fin, je veux tant de salaire et une stabilité, et c'est tout. Je pensais même pas à entreprendre ou à créer quoi que ce soit. Je savais même pas que, enfin, on t'en parle tellement peu, enfin, en tout cas à l'époque, à l'école, l'entrepreneuriat, c'est ce mot entrepreneuriat, je l'ai entendu très très tard dans ma vie. Je ne savais pas ce que c'était. Pour moi, c'était normal d'aller chercher un 9 to 5, donc un CDI, et c'est tout en fait. Tu avais ton job pour toute la vie et c'était tout. Pour moi, c'était ça, une vie successful. Après, je dis pas que ça ne l'est pas aujourd'hui. Pour certains types de profils, c'est absolument ce qu'il leur faut et c'est exceptionnel. Et tu peux devenir extrêmement épanoui à travers un job que tu kiffes toute ta vie, qui te fait remonter tous les échelons d'une multinationale ou j'en sais rien. Mais pour d'autres, ça va être le cauchemar, ce genre de vie. C'est pour ça que, bah, il y a plein de parcours aujourd'hui qui sont disponibles et que ça correspond ou pas à certains profils. T'inquiète pas, l'entrepreneuriat, on t'en parle toujours pas en France à l'école, hein. Malheureusement. Bah, Mais ouais. si t'avais enfin, l'école, pour moi, c'est une histoire amour-haine et c'est un de mes grands combats d'ailleurs. C'est tout ce sujet-là. Mais la plupart des gens oublient qu'il y a 100 ans, l'entrepreneuriat, il y avait que ça, hein, le CDI, ça n'existait pas. Mhm, bien sûr. C'est récent encore. Donc bon. Et je te posais cette question, de savoir c'était quoi tes rêves, parce que tu m'as dit quand même que ton père, son parcours, enfin, le fait qu'il aille aux États-Unis, tout ça, ça te faisait rêver. Bien sûr. Mais tu savais pas Mm. exactement la direction que tu allais prendre, donc tu te disais, en fait, je donne une réponse un peu toute prête parce que comme ça on Oui, fait oui, pas de oui, à chimie, cette quoi. époque-là, c'est clair, j'avais pas la moindre ambition d'aller aux États-Unis. Pour moi, c'était inaccessible, c'était un monde à part. Si tu veux, ce qui était vraiment
sorti de l'ordinaire, c'était que quand il revenait de ses trips aux États-Unis, il me ramenait des trucs qui n'existaient pas en France. Et que ce soit des jouets, des trucs. Les gens, en fait, quand je montrais ça à mes potes, j'étais la star du lycée, si tu veux. C'était what the fuck, le mec, il nous ramène des trucs, on n'a jamais vu ça. Je te parle d'une époque où c'est le début d'Internet. Faut vraiment se rendre compte de ça. C'est que je rentrais chez moi. Je crois que s'il y a des gens de la génération Z qui écoutent ce podcast, ils vont vriller, en fait, parce que je rentrais chez moi, on avait un MacBook, c'était les gros. Enfin, c'est même pas un MacBook, c'était un iMac, une boîte gigantesque. Mon père nous avait donné ça parce qu'il s'était autodidacté, enfin, comment? Il s'était auto-formé, si tu veux, à faire du développement web à l'époque. Enfin, il a fait 10 millions de trucs, rien n'a marché, enfin, autant que ce qu'il aurait voulu, mais il a fait 10 millions de trucs. Il faisait du graphisme, peut-être sur Photoshop à cette époque, je ne sais pas, mais bref, il travaillait sur Mac. Donc, il y a un jour où il a changé d'ordi, il nous a donné ce fameux iMac, et c'était mon premier ordinateur, c'était l'ordi de toute la famille d'ailleurs. Et dessus, je te mens pas que quand. Je sais pas, t'as quel âge aujourd'hui? Moi, j'ai 24 ans. Je pense mes T'as 25. 20, ouais, t'as 10 ans de moins que moi, donc t'es de l'année 2000, toi. C'est ça. Ok, moi je suis de 90 et je peux te dire que tu rentrais de l'école le soir, tu voulais aller sur l'ordi. Déjà, si tu voulais aller sur Internet, il fallait que tu cliques se connecter à Internet. Et c'était une grosse boîte AOL. Et mec, ça faisait des bruits du turfu à l'intérieur pendant 1 minute avant de pouvoir avoir cette connexion Internet. Et tout était extrêmement lent. On jouait à deux, trois jeux, mais sur Mac, tu n'avais pas de jeu. Mec, enfin, en fait, tu n'avais pas d'ordi, c'était pareil. C'était catastrophique à cette époque-là. Donc, on est vraiment dans un autre monde. Je sais plus pourquoi je suis parti sur la tangente d'Internet, mais c'était quoi ta question initiale? Je sais même plus. Désolé. Non, franchement, je à fond de ce que tu disais. Je te posais la question de savoir tes rêves, Ah oui, non, c'était ambitions. Là, exactement le rêve, l'ambition, exactement, exactement. Donc c'est pour ça que à cette époque-là, pour moi, les États-Unis, je ne pouvais même pas faire des recherches dessus. Pour moi, c'était hors du temps là où il partait. Parce qu'il partait, je n'avais aucune nouvelle pendant des mois. On avait une nouvelle, une fois le matin, il t'appelait d'une cabine téléphonique là-bas avec une carte prépayée. Donc c'était un autre monde. Il pouvait pas filmer avec son téléphone et nous montrer. En fait, il n'y avait rien. Moi, tout ce que je voyais, c'était les films hollywoodiens de l'époque, que je regardais doublés en français d'autant plus. Donc pour moi, ça n'existait même pas, en fait. C'est ça qui est difficilement palpable pour les gens aujourd'hui, ne serait-ce que compréhensible. Quand tu es né dans les années 2000, mais tu ne comprendras jamais ça, en fait. C'est qu'on vient d'un monde où il n'y avait pas Internet. J'ai l'impression de parler comme un vieux, mais moi, je suis arrivé dans la transition, si tu veux. La génération de mes parents, bon, eux, c'est vraiment archaïque, entre guillemets. Ma génération, on est les premiers qui avons touché Internet. Ce qui fait que nous, toute notre adolescence, on n'avait pas de téléphone portable. On était beaucoup plus dehors, moins sur les écrans, et je trouve que c'était bénéfique. hmm. Parce qu'aujourd'hui, je me suis fait la réflexion hier dans l'avion. Moi, j'avais un livre. Je lisais dans l'avion, et tout autour de moi, en fait, tous les jeunes, donc plus jeunes que moi, ils scrollaient TikTok, mec. Avant le décollage, je dis ça, parce qu'après, il devait peut-être plus avoir de connexion. Mais ils scrollaient TikTok, mais comme des zombies. Et j'aime bien regarder les gens. Et ça me faisait mal au cœur, tu vois, parce que j'ai aucun intérêt à les juger en disant t'es qu'une merde de faire ça, mais plutôt ça me faisait mal au cœur de voir la direction que le monde prend, ou que les gens ne regardaient même pas autour d'eux et qu'ils étaient tous sur le feed TikTok et que en fait ils recherchaient rien en particulier, ils scrollaient et ils s'arrêtaient, ils scrollaient. Pour moi, ça paraît à des années-lumière un truc pareil. Je trouve ça tellement con, mais je peux pas juger. Je suis pas de la même génération, tu vois. J'ai pas été baigné là-dedans. Donc mais bref, du coup, au niveau des rêves, j'en avais pas spécialement, tu vois. À cette époque-là, pour moi, aller aux États-Unis, c'était complètement fou. J'y suis pas allé d'ailleurs avant mes 22 ans, mais c'était inatteignable. C'était même pas quelque chose que je me voyais faire un jour. Lui me disait, je t'emmènerai à Los Angeles, tout ça à cette époque. Évidemment, tu en rêves, mais quand tu as 12, 13 ans, enfin, c'était une époque qui me paraît tellement loin où Tu te projetais pas. je me projetais absolument pas. Je savais même pas quand j'allais y aller, si ça allait être même possible. En fait, pour moi, tous ces trucs-là étaient tellement loin du réel que même le jour où il nous a emmenés à Disneyland Paris quand j'avais 8 ans, j'y croyais pas en fait. Jusqu'au jour même où on y allait, je pensais que ça se ferait jamais. C'est pour te dire à quel point j'ai été dans un vrai réel et on n'avait pas des. Parce que tu as des. Quand tu es né dans une famille qui a vraiment beaucoup d'argent, ils emmènent déjà leurs gosses en vacances en Grèce, en République dominicaine, ce genre de choses. J'ai pas eu la chance d'avoir ça et je pense que, évidemment, quand tu nais dans ce genre de milieu,
à la fois, il y a des désavantages dont je parlais plus tôt, mais à la fois, tu as des avantages de fou qui te permettent de t'épanouir sur les voyages et de te rendre compte du monde qui t'entoure. Pour moi, le monde qui m'entoure, c'était Chambéry City, mec. C'était une petite ville. J'allais à Grenoble un week-end sur deux, mais c'est tout ce que je voyais. Pour moi, c'était ça, en fait. J'avais aucune notion de ce que représentait le monde. Euh, c'est pour ça que c'est très particulier et c'est pour ça que quand tu aides de ce milieu-là, si tu ne décides pas vraiment de t'ouvrir à ce monde, et parce que évidemment, tu as plusieurs paliers, de sorte que je vais essayer de. Parce que là, j'envisionne un truc, je vais essayer de te le mettre à plat et que ce soit compréhensible. De genre, si tu es né dans la Cambrousse, tu vois par exemple mes grands-parents, qui sont, moi je suis petit-fils de paysans, donc vraiment, c'est les grands-parents, bon, c'est des entrepreneurs du coup, mais ils ont une vache, ils ont une ferme avec des vaches qui font du lait, ils font du fromage, donc tu vois, c'est vraiment à l'ancienne, le truc, la paysannerie. Donc moi je viens de ce milieu-là. Quand tu viens de ce milieu-là, donc moi je suis de troisième génération, donc j'en suis un petit peu, j'en suis sorti si tu veux. Moi, j'ai pas été paysan moi-même. Mais pour mes grands-parents, partir à l'étranger, c'était inconcevable. 0% de chance, tu vois. Après, la génération de ma mère, qui a été très dure aussi pour elle de faire cette transition pour sortir de la ferme et bouger en ville. Donc pour elle, ça devait être très, très dur aussi. Et pour moi, bah, c'est un petit peu moins dur, si tu veux. Donc pour chaque génération, c'est un peu moins dur de s'imaginer vraiment ce que représente le monde. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Donc c'est pour ça que quand tu viens d'un milieu qui est déjà très urbain, d'une famille qui a beaucoup d'argent, qui a potentiellement déjà beaucoup voyagé, bah, ça t'est donné, c'est facile. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu as des gens, même encore aujourd'hui, qui viennent de petits villages en France, qui ne sortiront jamais de là-bas parce que c'est tout ce qu'ils ont vu et que ça fait peur, en fait, l'extérieur. C'est qu'on est dans ce confort-là et qu'on ne veut pas en sortir. Et encore une fois, il n'y a pas de jugement là-dessus, c'est propre à chacun. Et il y a des gens pour qui ils vont être super heureux toute leur vie en vivant dans ce genre de truc. Donc, zéro ambition, en fait, mais leur ambition, elle est suffisante pour leur donner une vie euh, qui va leur apporter l'épanouissement dont qu'ils ont besoin, si tu veux, qu'ils recherchent, mais pas plus loin que ça. Donc moi, j'en étais pas à ce niveau-là non plus, mais j'en étais pas très loin. Moi, j'avais pas l'ambition de partir vivre à l'étranger. Jamais. À cet âge-là, jamais de la vie. Même jusqu'à mes 18 ans, c'était inconcevable. Le plus loin que je me voyais partir, c'était à Paris quand je voulais faire l'école de gardien de la paix de la police, à cette époque. Donc je m'étais dit, de toute façon, je vais devoir partir à Paris et c'est tout ce que je veux faire. Déjà, Paris me faisait peur. Parce que moi, je viens d'un petit, enfin, pas d'un petit village, je vais pas abuser non plus, mais une ville pas très grande. Tu vois ce que je veux dire? Il y a combien Donc, d'habitants à c'est Chambéry? Plus de ah, 2700? Oui, parce que sinon c'est un village en dessous. plus de 2700. Non, c'est quand même pas. Enfin, en fait, généralement, les Parisiens savent où est Chambéry parce qu'ils y passent pour aller en station de ski l'hiver, ceux qui ont la chance de pouvoir le faire. Parce que tu dois passer par Chambéry. Il y a le McDo qui tourne le mieux de France, il est à Chambéry, en fait, parce qu'il est littéralement sur un axe où les Parisiens arrivent, ils s'y arrêtent tous, et du coup, après, ils montent en station. Donc, c'est pour ça que les gens connaissent Chambéry, en fait, si tu veux. Ou alors, parfois, tu en as qui te disent, je connais, mais en fait, c'est plutôt Chamonix. Mais tu vois, genre, en fait, Chambéry n'est connu que pour ça, si tu veux. C'est pas très grand. Je connais Chambéry. Je saurais même pas te dire combien il y a d'habitants, mais c'est pas énorme. Moi, tu vois, excuse-moi, je t'ai coupé. Vas-y, vas-y. Je suis au cœur de tout ça, hein. J'ai connu les deux extrêmes, vu que je suis au cœur même de la campagne, ici. Mm, Comme je l'ai annoncé sur. Enfin, je l'ai annoncé, ce que je dis. Je donne l'exemple de ça, les gens le savent. Je suis revenu chez mes parents il y a quelques années. mm, Donc, on m'a déclaré une maladie. Et je suis pas reparti depuis d'ailleurs, parce que mon entreprise n'a jamais décollé au point que je souhaitais. mm. Mais t'as que 24 ans, mec, hein. T'as le Ouais, mais je suis temps, parti, je suis parti très relativement tôt de chez mes parents. Parce qu'avant rien à voir, j'étais au lycée hôtelier, j'ai fait les saisons, tout ça, hein. Mm. dans le sud. Et tu vois, là, je suis dans un lieu dit, je suis au cœur même de la campagne, hein. Moi, je suis petit-fils de paysan, je suis aussi fils de paysan. Ok. Donc ce milieu-là, je le connais très bien. Mais est-ce que tu disais pas, c'est pas la même génération, ce qui est marrant, parce que j'ai une grand-mère qui a évolué, oui, qui a plus de 80 ans maintenant, qui a évolué que Internet, tout ça, l'Instagram, tu vois. Mhm, ok. Puis j'ai mes autres grands-parents d'ici qui n'ont jamais évolué que ça. Eux, Mm. TF1, c'est leur référence, ils savent pas changer de chaîne. C'est vraiment, j'ai essayé de leur mettre Netflix, perdu. Ouais, ouais, forcément. Et on n'est même pas 34 à l'année ici. Mm. C'est un lieu dit, c'est vraiment ça. Mais c'est aussi la vraie vie, tu vois. Enfin, moi, j'aime bien Bien ça. sûr. Mais j'ai connu vraiment, les gars, le fin fond du paysan, celui qui a jamais évolué, qui voit pas plus loin que son village. Et t'as d'autres, voilà, qui ont essayé de bouger, de voir de grandes choses comme ça. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai mes grands-parents qui n'ont pas évolué avec leur temps, qui ont quand même pas mal voyagé. Ok. Et c'est aussi un comble. Euh, alors Mais qu'ils c'est savaient très pas. bien, ça ouvre l'esprit, ça fait du bien. Quand je leur parle d'Internet, ils disent, quoi? Inter quoi? C'est vraiment ça, hein. Mm. Mais ils ont Ouais, voyagé quand même.
Ils ont voyagé, ils étaient au Mexique, au fin fond, enfin, ils sont un peu Ok. partout. Donc, euh, donc voilà, et je voulais rebondir d'ailleurs sur pas mal de choses quand tu disais, tiens, TikTok, c'est pas la même génération, mais tu juges pas, franchement, tu peux, hein. Même moi, je comprends pas, tu vois, ça pour moi, c'est le travail, c'est tout aujourd'hui, hein. Mhm. Quand j'étais en sixième, je rejoignais les autres qui avaient des téléphones, je rêvais d'avoir le mien. Moi, j'avais une petite télécommande, je pouvais juste appeler ma mère. Mais au final, j'ai vite compris que franchement, aujourd'hui, je fais un travail dans lequel je m'épanouis, dans lequel j'ai de l'ambition, et je sais très bien pourquoi je fais ça, mais je suis contraint d'être sur les écrans en permanence. Et j'ai hâte de pouvoir retrouver le contact humain via des événements. Franchement, Ok. dès que je pourrais me détacher des écrans, alors je pourrais jamais totalement le faire dans le travail ce que je fais, mais je souhaite. Tu vois, l'année dernière, j'ai ouvert une autre entreprise avec ma copine que j'ai rencontrée. C'est en pâtisserie, rien à voir, je suis content parce que je remets la main à la pâte. Je Ok. suis, il n'y a pas d'écran, c'est cool. Donc je suis un peu sur son commis, c'est cool, mais voilà, c'était pour rebondir sur un petit peu tous ces points. Non, mais Donc, je te suis. Je pense que d'ailleurs, la campagne, les gens vont y revenir petit à petit. Il y a eu cette mondialisation, du coup, les mégalopoles se sont développées, et petit à petit, les gens fuient ces mégalopoles parce que c'est le bordel et que même niveau santé, c'est pas exceptionnel. Les microparticules que tu retrouves dans l'air, tu les retrouves pas à la campagne. Donc petit à petit, je pense que les grosses villes vont commencer à se démanteler, pas toutes évidemment, mais il y a beaucoup de gens qui fuient les grandes villes aujourd'hui. Moi, je suis venu m'installer là en Espagne, à Valencia. C'est pas c'est la troisième plus grande ville, mais c'est loin d'une taille d'une troisième plus grande ville en France, par exemple. On est loin de la taille de Lyon. ok. Donc, moi, je suis bien ici parce que c'est une taille, je dirais, intermédiaire, qui me permet aussi de vivre avec le dynamisme de mon jeune âge, mais qui me permet de garder une ville à taille humaine et de ne pas être submergé avec du trafic toute la journée, parce que ce n'est pas quelque chose que je recherche. Je veux une ville qui a un air relativement pur et où j'aurai aucun problème à me déplacer, tu vois. Donc, mais ça, encore une fois, c'est subjectif. Certaines personnes se sentent extrêmement heureuses dans des grosses villes et d'autres pas du tout. Loin dans la campagne, le mieux. Et je comprends, je comprends. Après, j'ai cru comprendre du coup qu'en Espagne, les Espagnols avaient un rythme de vie plutôt lent et l'administratif, c'était pas leur truc, quoi. Ouais, si tu peux pas cocher toutes les cases, tu vois, c'est ça le vrai souci avec l'Espagne. L'Espagne, j'adore, je suis amoureux de ce pays. La culture me plaît énormément, les gens sont gentils, sont adorables, mais c'est vrai que bon, au niveau internationalisation, pardon, c'est pas ouf. Beaucoup de gens ne parlent pas anglais en dehors de Madrid et Barcelone. Après, bon, c'est à moi aussi de m'adapter quelque part. Donc, moi, je parle l'espagnol ici maintenant. Euh, mais derrière, c'est vrai que l'administration, c'est de la merde. C'est pas plus efficace que la France, ça doit être le même niveau. Et leur rythme de vie est particulier. Il est très particulier où tout se fait tard et ça me plaît moyennement. C'est pas fait pour les gens qui veulent se lever tôt. Après, tu n'es pas obligé de faire partie de ce rythme non plus. Mais c'est si tu veux, par exemple, ne serait-ce qu'aller au restaurant le soir, bon, c'est un avantage, je dirais, pour nous qui mangeons un peu plus tôt, parce que généralement, les restaurants ici ouvrent entre 19 et 20 heures, donc ça va dépendre où, mais du coup, si tu réserves à 19, 19h30 ou 20 heures, il y a toujours de la place. Parce que les Espagnols, les locaux, ils vont, eux, réserver pour 21h30, 22 heures pour manger le soir. Donc en fait, moi, à cette heure-là, je suis parti déjà, je m'en fous. Mm. Donc ça, à la limite, c'est un avantage, tu vois. Mais quand tu veux sortir, si tu aimes bien la nightlife et tout ça, et moi, c'est pas trop le cas, ou encore que ça me dérangerait pas d'aller boire un coup le soir si la soirée se termine à minuit. Mais ici, c'est là le vrai problème, c'est que les Ça gens commence à minuit. sortent, voilà, les gens sortent à minuit. Et ça, c'est pas ma came, parce que ça bousille ton jour le lendemain. Et j'ai plein de potes qui kiffent sortir, mais du coup, ils m'en veulent quand je m'en vais tôt. Ils me disent, ah, tu fais chier, tu pars tôt. Je suis désolé, les gars, mais c'est vrai que moi, j'ai envie de me lever à une heure décente demain matin. Parce que le week-end, eux, c'est une débauche complète. Ils partent et ils rentrent pas avant 3 4 5 6 heures. Mais je trouve que c'est délirant de faire ça. Mais après, encore une fois, je ne juge personne, c'est subjectif. Si eux, ça leur convient, c'est très bien. Mais du coup, je peux pas faire partie de cette crowd, entre guillemets, tu vois, de ce groupe. Parce que c'est des gens que j'adore, mais en fait, nos lifestyles coïncident pas du tout. Et c'est là le plus compliqué, c'est de trouver des gens avec qui ton lifestyle coïncide. L'avantage aussi, c'est grâce comment on appelle ça? Le remote work, donc le télétravail. euh, Tu as de plus en plus d'expatriés qui arrivent et qui, du coup, se calent sur des horaires tout à fait ordinaires pour nous, Européens de l'Ouest, comme des Anglais, des Hollandais, des gens qui, eux, pour le coup, ont l'habitude de se coucher encore plus tôt.
Donc, eux, les soirées commencent tôt. Tu vois, les Anglais commencent à boire leur binouze, c'est l'after hour. Donc, à partir de 16-17 heures, ils sont déjà au bar. Donc, à la limite, tu sais qu'avec eux, 22-23 heures, c'est fini. Donc, au moins, c'est pas trop mal. Mais il faut trouver son groupe où que tu ailles. On a la chance, du coup, comme je le disais, bah, le nombre d'expatriations augmente. Donc, au moins, tu peux trouver des gens beaucoup plus facilement aussi. Parce qu'à l'époque, je ne sais pas, ne serait-ce qu'il y a 10 ans, 20 ans, tu venais t'expatrier en Espagne, il allait falloir vraiment coller au lifestyle espagnol, sans quoi tu n'avais rien à foutre ici. Tu vois, quand je suis parti à Malte les dernières, j'ai compris ça, hein, tu sais, Malte, c'est une ville, c'est une ville. C'est une île qui a été colonisée par les Anglais. Mhm. Putain, mais leur rythme, les gars, quoi. Je veux dire, t'es en vacances, à l'inverse, en vacances, parce que ça faisait quand même 4 ans que j'avais pas pris de vacances. Des vraies Ouais. vacances, je voulais vous les couper avec ma copine. Et je me suis dit, putain, les gars, 20h30, 21h, ils nous refusaient, quoi. Parce que Pour manger? et pour manger. Parce que Ouais, c'était pas ouais, la je suis, pleine je suis saison pas. pour eux. Ouais. Ils mangeaient super tôt. Et c'est pareil qu'en étant en Angleterre, il fallait manger super tôt. Alors moi, à l'inverse, je suis pas du tout calé sur ce rythme-là. Je sais que je suis beaucoup plus créatif, productif le soir. Je pense que du coup, à t'écouter, c'est pas du tout ton cas. Non. C'est plutôt l'inverse. J'ai testé tous les rythmes, hein. Franchement, moi, c'est le soir où je carbure. Ok. Fin d'après-midi, soir. Et ma journée, à l'inverse, je la commence qu'en fin de matinée, début d'après-midi. Ok. Ouais, fair enough, hein, tu vois, c'est très subjectif, hein. Moi, je suis efficace le matin jusqu'à 14-15 heures, après, c'est fini. Après, je m'entraîne, après, je pose le cerveau. Alors que j'ai déjà bossé toi même à faire des petits déj et tout, on se levait à 5 heures. Impossible. Enfin non, c'est pas impossible, j'étais là, mais mon rythme mort. J'arrive 13 heures, fin de jeu, out. Plus personne. Écoute, pour reprendre également le fil, pour qu'on avance, j'ai juste une question sur laquelle je voulais rebondir. Tu m'as dit que, arrivé à l'école, même un petit peu avant, tu as commencé à t'enfermer. Comment ça a impacté également tes relations sociales? Que ce soit avec tes amis, avec ta famille, est-ce que ça a impacté également tout ça, le Hmm. départ de ton père? J'avais peu de relations sociales, c'était surtout ça. À cette époque-là, que je suis en train enfin, que je me remémore un petit peu la chose, déjà, bon, j'ai jamais été quelqu'un de très famille, donc je me suis jamais vraiment entendu, c'est pas entendu, je m'entendais avec toute ma famille, bien entendu, mais j'ai jamais été quelqu'un qui a besoin d'être proche de sa famille, qui soit très, très famille, en l'occurrence. Et je pense qu'il y a aussi le fait que quand tu perds ton père quand tu as 13 ans, inconsciemment, tu as un truc qui te dit, t'attaches pas trop à ta famille parce que ça fait vraiment trop mal quand il décède, en fait. Sûrement que c'est ça qui s'est passé. Malgré tout, aujourd'hui, ça m'a fait plus peur parce que quand tu as deux parents, mais quand tu en perds un, tu te dis, j'en ai plus qu'un. Donc, tu te rattaches encore plus à cette personne parce que là, maintenant, hein, ça devient, en fait, c'est la perception de valeur. Tu sais, quand il y a plusieurs du même truc, ça va, ça vaut pas trop cher. Mais dès qu'il n'y en a plus qu'un, quand il est unique, il vaut vraiment très cher. Bon, là, évidemment, je compare pas des objets aux parents, mais tu vois un petit peu ce que je veux dire. Quand on a deux, voilà, mais quand on n'a plus qu'un, du coup, tu fais tout pour que ce dernier, il décède jamais, en fait. Parce que tu sais à quel point ça fait mal d'avoir perdu l'autre et que là, tu peux pas. Et tu sais que si tu perds le deuxième, la douleur sera pire encore parce qu'après, tu n'en as plus. Donc, je me dis qu'avec la médecine moderne, potentiellement, ma mère décède, j'ai 80 ans, quoi. Donc, à la limite, c'est moins grave dans ce scénario-là, tu vois, si tu veux. On aura Écoute, très bien vécu d'ici là. on lui souhaite à ta maman, Voilà. même plus tard, hein. Ouais, ouais, si elle tient 105 ans, c'est top. Mais bref. De là, du coup, j'avais pas trop un entourage très présent. J'avais quelques potes de la primaire avec qui j'étais toujours pote, mais vu que j'avais eu bah, cette fameuse bride dont je te parlais, bah, j'entretenais pas trop les relations. Donc en réalité, j'étais très solitaire à cette époque-là parce que j'avais pas vraiment de potes, j'arrivais pas trop à connecter avec les gens et j'étais même devenu presque antisocial en fait. C'est un peu triste, hein, mais c'est un peu putain, ouais, c'est con de dire ça, mais c'est les professeurs qui m'ont conditionné comme ça, quoi. C'est très moche, mais c'est ça. C'est exactement ça, parce que dès que je commençais à faire le bordel avec un groupe, tu vois, que dès qu'on reprenait cette ambiance de groupe, bah, c'était, tiens, c'était les mauvais élèves, machin, on les sépare. Donc en fait, mais c'est horrible hein, quand tu y penses, mais c'est comme ça, hein, t'es un peu le Black Swan, en fait, le vilain petit canard, et on veut pas que tu sois avec les autres. Et ça m'a suivi pendant longtemps hein, dans ma scolarité, tout ça, hein, jusqu'à ce que je trouve ma voie enfin, parce que dans le développement commercial international, parce qu'avant ça, je me cherchais et je me suis cherché pendant longtemps.
Et du coup, quand tu es dans des études qui ne te conviennent pas, par définition, les gens qui sont dans ta classe, ben, tu n'es pas aligné avec eux non plus. Donc en fait, au final, tu n'as jamais de potes. Donc ça a été, ouais, non, ça a été rude. Ça a été rude pendant longtemps jusqu'au lycée, jusqu'à la fac, et où je trouvais personne en fait avec qui vraiment connecter. Donc réellement, après ça, ouais, non, c'était chaud parce que je m'étais isolé en fait, j'étais tout seul. Ok. Donc là, si je comprends bien, tes primaires, collège, tu commences à te renfermer, tu évolues jusqu'au lycée où tu prends du coup une filière. Comment ça se passe ensuite au lycée? Alors Tu le choisis ta collège, filière donc ou je suis renfermé sur moi-même tout le long, Ok. où j'ose même pas parler aux filles, ouais, je suis complètement renfermé sur moi-même en fait, si tu veux. On est en quelle année là? Personne, on est en 2003, Ok. 2004. 2003, c'est l'année où je perds mon père, donc j'ai 13 ans. Ok. Moi j'ai 12. 2004, je suis en troisième. Donc là, tu es tout en haut de l'échelle du collège, donc tu es quand même le plus âgé. Mais pourtant, je me faisais intimider par des gens plus jeunes que moi parce que bah, je ne m'imposais pas, j'avais peur de tout. Et forcément, tu viens de perdre ton père, comme je te disais, tu as perdu tous tes repères. Donc tu ne veux pas te faire, pas d'ennemis, mais enfin, tu veux pas te faire remarquer, en fait, tout simplement. Donc, c'était dans une époque très sombre, et la quatrième et la troisième, pour moi, je ne voulais pas me faire remarquer. Donc, je disparaissais, si tu veux. Ensuite, je rentre au lycée, et au lycée, bah, tout change, tu changes d'établissement, je vais dans un lycée public. Mais Ok. là, du coup, je me retrouve un peu mieux, tu vois, les gens, je connecte bien avec ces gens, sauf que c'est ma scolarité qui ne suit pas, ou derrière, je suis dans une seconde spé, sciences de l'ingénieur, genre, qui est pour te préparer à la filière S, et donc ça m'agresse de trop. Pourtant, j'étais très bon en maths et en sciences, mais sauf que à cette époque, je me souviens, je me tape un prof de maths qui est extrêmement dur, qui est prof de prépa. Et du coup, sa moyenne générale de classe, elle est en dessous de la moyenne. Tu vois, on se fait éclater tellement il est dur. Et forcément, il me fait perdre le goût aux mathématiques, ce qui est bien dommage. Et donc, je me dis, mais en fait, parce que moi, je comptais faire S, et en fait, je me suis dit, bah, en fait, non, je vais pas faire S, parce que le mec, il a l'air de dire que je suis qu'une brêle. En fait, c'est là où tu vois que c'est moche parce que tu es conditionné par tes profs. Tous les profs ne sont pas égaux. J'aurais amplement pu faire S si j'avais été dans les mêmes classes que mes potes de primaire qui, eux, ne sont pas allés dans le même lycée que moi. Je suis allé dans le lycée public parce que c'était à côté de chez moi, en fait, si tu veux. Donc, c'était plus simple aussi pour les finances. C'était parce que le privé, bah, ça se paye. Mais là, le lycée, du coup, c'était plus simple. Mais je fais mon année là, ça se passe pas trop mal, mais ma scolarité est pas bonne. Mais j'arrive à connecter avec les gens. Donc, ça, c'est cool. Parce que du public, tu as des gens qui viennent de tous les milieux. Et tu as des gens, des cancres aussi, comme moi. Et du coup, c'est cool, tu vois, de se retrouver entre cancres. Mais de là, ma mère décide quand même de me changer de lycée parce que bah, parce que avec ce prof, c'était juste pas possible en fait. Et du coup, je pars en filière technique, donc bac STI. J'ai fait, donc je sais pas ce que c'est l'équivalent aujourd'hui, mais c'était en gros un truc où tu as beaucoup de sciences, mais c'est pas S. Mais c'est différent. C'était scientifique technique, si tu veux, sciences de l'ingénieur, quoi. Et donc, je fais ça et ça se passe bien. Je suis du jour au lendemain, en fait, je me retrouve avec je passe de 5-6 de moyenne en maths à 14-15 en première. Donc ça se passe bien en fait. Et c'est là où tu te dis en fait ça venait du prof. C'est ça qui est dommage, mais ça venait du prof clairement. Mais là ça se passe bien, sauf que dans cette filière un peu plus technique, on est moins et je me fais moins de potes aussi. Donc je fais ma première, ma terminale. Mais pareil, je me fais pas trop remarquer. C'est plutôt en gros, je fais ma semaine du lundi au vendredi. Et après, je déconnecte le cerveau. Parce que là, tu arrives à un âge où tu commences à sortir le week-end. Donc là, j'ai 17 ans. Et c'est là où, en fait, je déconnecte tout. À l'époque, c'est peut-être pas de ton époque, du coup, tu devais avoir 7 ans, mais moi, je faisais de la tectonique. Moi je Et quand connecte j'avais pendant que toi tu 10. déconnectes à Ouais, cet mais âge-là. je sais pas si la tectonique te parle, mais très Si, certainement, il y a des auditeurs du podcast qui vont se mettre à rigoler. C'était un mouvement danse électro à une époque, là en 2007 donc, et ça a été extraordinaire, même si aujourd'hui ça a l'air farfelu, mais ça a été extraordinaire pour networker en fait. Ça te permettait de rencontrer des gens qui te ressemblaient, parce que du coup, tu connectais en boîte de nuit avec les gens qui dansaient comme toi, si tu veux. Et ça m'a permis de rencontrer certains de mes meilleurs amis à l'heure actuelle. C'est ça qui est fou, tu vois, c'est que Génial. 15 ans plus tard, ces amis que j'ai rencontrés en boîte de nuit à travers la danse tectonique sont certains de mes meilleurs amis à l'heure d'aujourd'hui. Et moi, je trouve que c'est beau. Et du coup, ça, c'était mon échappatoire à cette époque. Je faisais pas de sport. J'avais arrêté le sport complètement, donc je faisais de la danse électro. Et ça a été mon kiff pendant 2 ans, jusqu'à ce que je me reprenne et que je rattaque le sport correctement. Mais c'est vrai que le sport ne faisait plus partie de ma vie à cette époque. Bah, en fait, le sport, je l'ai complètement arrêté à partir du décès de mon père, si tu veux. C'est justement Et la ça, question que j'allais te poser. Ouais, où est-ce ouais. que c'était, où est-ce que tu en étais niveau sport en fait durant toute cette période?
Bah, j'ai été Dès très sportif dans mon enfance, dans le sens où mes parents m'ont mis au sport à 5 ans. Donc, contre mon gré d'ailleurs, je voulais jamais y aller, mais quand je repartais, j'étais content. Et après, je commence le foot. Pas le foot américain, mais le soccer, donc le foot normal. J'en fais 5 ans et je suis plutôt bon. On veut m'envoyer en détection. Je suis défenseur. Donc, je suis défenseur, encore une fois, pour la simple et bonne raison que je veux pas m'affirmer. Je pourrais être très bon en attaque, mais je suis en défense parce que comme ça, on me voit pas trop, tu vois. On en revient à la même chose. Je veux pas trop qu'on me remarque, du coup, je suis en défense. Comme ça, tu sais, tu fais pas partie des buteurs, des gens qui sont mis en avant. J'étais très bien là en défense. Et on veut m'envoyer en détection, sauf que bah, là, je perds mon père, et donc forcément, à ce moment-là, bah, je pète un plomb en fait. Donc j'arrête, je dis bah non, je peux pas. J'ai même les coachs qui m'appellent en disant il faut que tu continues, tu as peut-être un avenir là-dedans. Bon, évidemment, la concurrence est tellement rude, je ne sais pas si réellement j'aurais eu un avenir là-dedans, mais en tout cas, ils voulaient m'y emmener à cette époque-là. Mais du coup, j'arrête tout. J'arrête le sport pendant plusieurs années, je reprends et là, j'ai ce besoin de me renforcer en termes de je veux qu'on pense que je suis un dur. Tu vois ce que je veux dire? Tellement je me sens faible intérieurement. Donc c'est là où je commence le hockey. Donc je fais pas du hockey sur glace parce que c'est trop cher, mais je fais du hockey sur roller parce que j'ai un de mes amis d'enfance qui en fait d'autant plus, donc j'en fais avec lui. J'en fais 2 ans. Et c'est pareil, c'est cool, c'est plus brutal comme sport, donc Ouais, je veux dire, c'est violent le hockey, hein. ça me donne un peu la confiance, mais je veux toujours pas me faire remarquer. Donc c'est pas encore le bon sport pour moi. Donc là, j'arrête ça. Et là, par contre, je pars aux arts martiaux, pardon. C'est là où je vais dans des trucs où tu te rentres un peu plus dans l'art pour me faire du bien, pour me prouver à moi-même que je suis capable de me défendre. Parce qu'à cette époque-là, il faut bien se dire que je me faisais harceler à l'école. Donc c'est là où je commençais à me dire, j'ai besoin de savoir me défendre. C'est extrêmement important. Et ça, c'est un skill. Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, absolument tous les hommes, ou même les femmes, devraient savoir se défendre ou se battre un minima. Parce que le fait, c'est pas parce que tu sais te battre que tu es une brute, mais par contre, quand on vient t'emmerder dans la rue et que tu sais te défendre correctement, ça vaut tout l'or du monde. Mm. Parce que si tu n'as pas de notion de boxe aujourd'hui et qu'on vient te faire chier dans la rue et qu'on te menace, que ce soit avec un couteau ou autre, et que tu sais absolument pas gérer la situation, bah c'est bien dommage. Et aujourd'hui, avec ce qui se passe, avec l'insécurité grandissante, ça devrait être impératif que tout le monde s'entraîne à prendre des cours de boxe, enfin un minimum, quoi, le BABA, que ce soit du Krav Maga, que ce soit ce que tu veux, self-défense ou autre. Mais en tout cas, moi, j'ai commencé par du Kaizendo, qui était le sport de combat de la police. Les profs étaient des policiers et du coup, ça me plaisait beaucoup. Ça m'a appris énormément et ça m'a permis de me développer certains réflexes qui m'ont servi dans la rue plus tard, d'ailleurs. Euh, et puis après, donc à travers cet entraînement, on avait des cours de kickboxing. Ensuite, je suis passé au taekwondo. Taekwondo qui était plus un art martial uniquement pour les jambes, donc art martial coréen aussi qui m'a appris, bah, pareil, la discipline en fait, hein, et a commencé à m'entraîner en dehors du dojo. Si tu veux, on nous disait faites des pompes à la maison, faites des tractions. Et c'est comme ça un petit peu que ça m'a mis quelque part le pied à l'étrier petit à petit. Donc j'ai commencé comme ça. Et après, du jour au lendemain, je décide de quitter les arts martiaux parce que je voulais faire un sport cool qui était ni plus ni moins le football américain, où c'était bah, la starification en fait. Quand tu regardes ce sport à la télé aux États-Unis, j'ai pas les mots, tu vois, c'est extraordinaire, ça me donne des frissons. Tu vois, les mecs, déjà, les uniformes sont hyper stylés. Tu as l'air d'un dur, tu as l'air d'un mec qui est vraiment une superstar, en fait. Le foot américain, je me suis dit, je veux ça. Et du coup, j'ai commencé comme ça, et ça m'a fait du bien. J'ai pris des tampons de ouf, mais c'est comme ça que je me suis mis aussi à me développer musculairement parlant pour avoir le physique que j'ai aujourd'hui, parce que en fait, c'est ça. Je viens, si tu veux, des arts martiaux, du foot américain, quoi. En plus, il y a le Super Bowl qui était là il y a pas longtemps. Il y a le Super Bowl qui était Commencé. là il y a 2 semaines exactement, ouais. Et bah, mon premier match que j'ai regardé à la télé, c'était un Super Bowl. C'était un Super Bowl, c'était quelle année? 2009 ou 2010? Et 2010. Et c'était ouais, le Super Bowl 2010 et je comprenais rien, mais je trouvais ça tellement stylé que je me suis dit, je vais me renseigner et je vais commencer à jouer. Et à Chambéry, il y avait un club, du coup, bah, je les ai rejoints la saison d'après. Mais Ça, ça a mis longtemps à se populariser en France, le foot US, ça continue d'ailleurs. malheureusement, trop longtemps. Aujourd'hui, en fait, j'aurais bien aimé avoir 10 ans de moins aujourd'hui pour le foot américain parce que aujourd'hui, il y a des ligues professionnelles, il y a des ligues nationales et européennes. Donc, il y a une ligue pro-européenne. Et c'est sûr que j'aurais aimé faire partie de ça. Mais puis, il y a même des programmes de détection de joueurs en Europe pour la NFL aux États-Unis. Donc, c'est sûr que je suis pas dans la bonne époque. Mais bon, il faut vivre avec son époque aussi. C'est sûr qu'aujourd'hui, je suis trop âgé pour aller là-dedans. Mais ça aurait été un kiff. Mais c'est ce qui m'a mis vraiment dans le sport, en fait. Et là, on en découle à ce qu'on disait plus tôt, c'est que
c'est le foot américain qui m'a mis dans la muscu, en fait, tout simplement. J'ai plusieurs points sur lesquels je vais rebondir, mais je vois l'heure, je vais essayer d'être Vas-y, hein. bref. En gros, si je comprends bien, ouais, c'est vraiment les sports de combat qu'on commence à développer tes valeurs Mm. également que tu as aujourd'hui et que tu partages. Euh, Enfin, qui tombait, comme tu l'as dit, le pied à l'étrier. Et c'est marrant d'ailleurs, en plus en termes de football américain, parce que j'ai mon dernier invité qui était Julien Quevillier, euh, un coach également qui a fait Bayesian, qui a commencé à te suivre parce que j'ai dit que tu étais mon prochain invité et qu'il faisait du football depuis tout petit lui aussi. Ok. Et il savait pas que tu en faisais, du coup je dis bah tiens, bah, va le suivre, il en Du fait, foot américain? oui, Ok, cool. il en fait en France, je sais plus où exactement. Mais j'écoute sûrement qu'il y a des contenus qui pourraient t'intéresser cette page, donc je l'ai redirigé vers toi. Et, euh, et j'ai loupé un point. Ah oui, c'est ça le point que je voulais que tu rebondir. Euh, la raison que je comprends pas, c'est que pourquoi exactement tu as commencé à te faire harceler à l'école? Parce que non, je veux dire, les gens commencent à t'harceler parce qu'ils t'ont vu comme une victime facile, un gamin à tester, ou c'est parce Euh, qu'ils ont vu que tu avais perdu ton père et que tu étais fragile? c'est une bonne question. Il n'y a pas grand monde qui sait. Je criais pas sur tous les toits que j'avais perdu mon père, bien évidemment, mais j'étais isolé. Et je sais, c'est vrai que c'est arrivé, je n'ai jamais compris. Je devais être une cible facile, ma tête devait pas plaire, je sais pas, tu vois, mais c'est arrivé plusieurs fois. Bon, après, je me faisais pas harceler tous les jours, attention non plus, hein. Mais quand ça m'arrivait, je me demandais pourquoi, en fait. Comment ils m'avaient targeté, ces gens-là. Les Et gamins sont durs, hein. ça m'est arrivé même jusqu'à ce que j'ai 16 ans, 16-17 ans, même quand j'étais au lycée privé plus tard, donc quand je te disais, quand j'étais en sciences de l'ingénieur STI, là, j'avais encore été pris pour cible par d'autres personnes, d'autres classes d'ailleurs. Peut-être que c'était le look tectonique à l'époque, tu sais, qui était un peu particulier, où tu es tout maigre, mais tu as les cheveux un peu en méga haut, en méga punk. Je devais être une cible facile de par mon physique, je pense. Je pense peut-être que mon visage aussi leur revenait pas. Est-ce que tu penses Je qu'il sais pas. y a eu également ce côté dire tiens, moi je sais que je me suis beaucoup beaucoup battu à l'école, hein. C'est le côté c'est un peu on a deux lions, si on met deux lions dans une même pièce, forcément ils vont se tester, ils vont se foutre sur la gueule. Et quand je dis que les gamins sont durs, c'est que les gamins souvent pour voir un peu qui est le plus fort, bah, ils vont te tester, voir un peu tes limites, te pousser. Et s'ils voient que tu ripostes pas, bah, ils vont continuer. C'est possible aussi. Moi, j'étais pas du genre, j'avais peur de me battre pour la simple et bonne raison que j'avais peur toujours des conséquences. Moi, je pensais toujours beaucoup trop loin. Je pensais pas à l'instant immédiat, si tu veux. Où je me disais, si je me bats maintenant, je vais avoir des problèmes plus tard. Et du coup, je me retenais de me battre pour cette simple et bonne raison. J'habitais aussi dans un quartier qui était proche d'une ZUP où il y avait beaucoup de racailles Ah, et ok. j'avais un profil de skater. Donc, je faisais du skate. En fait, j'étais habillé très large et ce genre de profil, la racaille n'aime pas. Donc, je me faisais chier dessus aussi par la racaille. Donc, en fait, je me suis toujours laissé faire. Parce qu'au bout d'un moment, en fait, j'en avais plein le cul. J'étais, pff, bah écoute, laisse-toi faire. De toute manière, si tu commences à te battre, il y en a 15 qui vont te tomber dessus demain. Après, parfois, c'est arrivé que je me fasse menacer au couteau. Enfin, ça devenait fatigant, en fait. Et par des gamins, hein, des gamins qui avaient mon âge, mais qui me menaçaient. En fait, dès que tu commençais à répondre, c'est là où ils se sentaient, oula, attends, je vais appeler 15 de mes potes et tu feras moins le malin, en gros. J'étais comme, bah ouais, je vais faire quoi contre 15 mecs, tu vois. Moi, j'avais pas l'entourage pour venir me protéger. Donc, c'était du coup, je préférais me faire oublier. Je voulais pas que les gens sachent que je suis là et c'était un peu la démarche que j'avais. Et c'est vrai que dès qu'on me lançait un pic, bah, je réagissais pas en fait. Je laissais faire. Et c'est vrai que c'était une sale période, hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, évidemment, je casserais des bouches. Mais à cette époque, ouais, en plus, j'avais pas de notion d'art martial à l'époque. Je me souviens même, je me prenais, putain, je viens d'avoir un flash où je prenais le bus pour aller à ce. Donc, je prenais le bus depuis cette zone proche de la ZUP, justement où dedans il y avait de la racaille qui montait parce qu'ils allaient aussi au lycée privé où j'allais, parce que dans ce lycée privé, à la fois, il y avait des filières techniques, scientifiques que je faisais, mais il y avait des filières genre, comment tu appelles ça, CAP, Hmm. BEP, et du coup, ils étaient là-dedans. Et du coup, je me faisais emmerder. Il fallait pas que j'aille m'asseoir euh, vers les rangs arrière, tu vois, dans les bus, parce que c'était que pour la racaille. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Il fallait pas s'asseoir là-bas. Et il y a eu des fois, une fois, je m'étais assis dans un truc presque tout au fond, et je demandais rien à personne. Et il y a de la racaille qui s'est assis derrière moi et ils me mettaient des gifles en fait. Et je me retournais, ils faisaient genre que c'était pas eux, tu sais. Du coup, je savais pas lequel c'était, mais c'était insupportable. Et ça, c'est arrivé quand ça m'arrivait. Enfin, et je savais pas quoi faire parce que je me suis dit, je mets une gifle à l'un ou l'autre. Peut-être déjà que je me trompe et que je tape pas le bon, mais ils sont 15 à me tomber dessus derrière. Et c'est pour ça que en fait, je me suis mis aux arts martiaux après parce que j'en avais marre de.
de cette situation. Je me laissais faire pour la simple et bonne raison que vraiment que j'avais peur qu'il y ait du dérapage après et que je me retrouve dans la merde. Je pensais toujours aux conséquences. Tu sais, le penser avant agir, réfléchir avant d'agir, bah moi je le faisais, mais dans les extrêmes en fait. Mais je Je, pense que tu as eu raison, parce que comme tu dis, quoi qu'il se passe, tu n'avais pas t'avais pas les armes, tu n'avais pas les moyens pour te défendre j'avais pas les armes, non, contre 10 j'avais gars pas qui te les tombent armes. dessus. Même Et si une le fois, mec, tu vois, dès que j'ai commencé à faire des arts martiaux, j'ai développé certains réflexes. Et une fois, je me souviens très bien, je marchais dans la rue à Chambéry avec mon meilleur ami d'enfance. On était deux. Et en face de nous, il y a un groupe de Kaira. Et puis, tu sais, quand à cet âge-là, tu as 17 piges, machin. À cet âge-là, ils sont cons, ces gens. mm, Et ils étaient presque une dizaine, genre quatre. Et quatre de chaque côté du mur, donc 8 par là. Et bah, tu les vois de loin, au début, tu te soucies pas trop. Tu te dis, bah, c'est des gosses comme nous, quoi, qui ont notre âge. Bon, ils sont habillés avec des TN et des chaussettes sur les survêtements, mais il ne devrait pas se passer grand-chose. On est en pleine journée. Et là, il y en a un des 8 qui vient, qui me fonce tête baissée dessus et qui me dit exactement mot pour mot, ça m'a choqué, j'avais dit 18 ans, je crois. Il me dit, OPD, file-moi une clope. Et d'un coup, il me met un coup de boule dans le nez. Et là, je prends, tu sais, ouah, ça me fait me projeter en arrière. Mais là, j'ai le réflexe des arts martiaux qui s'active. J'ai ma main qui part et je lui mets une claque de cow-boy automatiquement, en fait. Et le mec, ouah, il s'effondre par terre, en fait. Et il hallucine, en fait, que j'ai rebellé malgré le fait qu'ils étaient 8. Et du coup, à ce moment-là, les autres, ils font what the fuck, c'est genre, oh merde, en fait, il va pas se laisser faire. Et là, ils nous disent, ouais, bah, passez, passez. C'est genre, allez-y. Et en fait, on est sorti de ça comme ça parce que j'ai rebellé. Et je pense que si j'avais rien fait, on se faisait défoncer, dépouiller, tu vois. bah écoute, j'allais dire, c'est à la fois une part de chance énorme qui t'est arrivé et aussi un bon réflexe. Ouais, Et mais aujourd'hui, je pense que tu fais ça aujourd'hui, t'en as 10 sortent avec le couteau là. c'est aussi possible, mais je pense que c'est pour ça que ce serait extrêmement bénéfique qu'absolument tout le monde ait des bases d'arts martiaux aujourd'hui. Parce Mm. que essayer d'intimider et d'impressionner, c'est bien, mais si derrière, il faut vraiment sortir les points, même si évidemment aujourd'hui, bah, tu sors les points, tu Ils risques peuvent de même finir tuer, en mec. tôle, donc ça fait chier. Eux, ils peuvent sortir des armes, enfin, tu sais jamais. Donc c'est pour ça qu'il faut apprendre à la fois, il faut savoir quand fuir aussi, dépendamment de l'arme que tu as en face de toi et du dégénéré que tu peux potentiellement avoir en face de toi. Et à la fois, si jamais tu es coincé dos au mur, il faut savoir se sortir de cette situation indemne. Donc Mm. je pense que c'est indispensable. C'est pas parce qu'aujourd'hui on nous dit que bah, tu payes tes taxes théoriquement en contrepartie pour une sécurité. Donc tu dois rendre tes armes pour la sécurité. C'est ça le concept des taxes au début, hein. C'est tu payes pour une protection. Sauf qu'aujourd'hui, c'est absolument plus à jour. Donc, tu n'as pas le droit d'avoir des armes déjà. C'est bon à savoir. Si jamais tu as une batte de baseball dans ton coffre, il va falloir que tu prouves que tu joues au baseball de manière récréative ou en club. Sinon, ce sera considéré comme une arme et potentiellement tu vas aller en garde à vue. Ce qui est complètement délirant, mais c'est la réalité dans laquelle on vit aujourd'hui. Pourtant, eux, en face de toi, ils auront toutes les armes imaginables parce qu'ils n'en ont rien à foutre. Mais toi, tu veux respecter la loi, tu ne sauras pas te défendre. Donc, si toi-même, de ton corps, tu ne sais pas te défendre, et en plus, tu sais, ce qui est encore pire, c'est que j'ai appris il n'y a pas très longtemps qu'un mec qui est ceinture noire, peu importe de l'art martial, si jamais il se défend et qu'il tabasse le mec en face, il est dans la merde. Parce que vu que c'est une ceinture noire, il est considéré comme une arme, en fait. Donc, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, mais bref. Bien C'est vu en pour ça France. que voilà, j'incite les gens surtout à savoir désarmer, donc à rejoindre des clubs de Krav Maga, par exemple, qui peut être une très bonne alternative, euh, ou bah, de tout ce qui est self-défense. Les femmes en particulier, battez-vous, enfin, pas battez-vous, mais apprenez à vous défendre. Apprenez à, si vous vous faites agresser ou quoi, parce qu'évidemment, les femmes sont plus agressées que les hommes aujourd'hui, c'est Mm. beaucoup plus facile de s'en prendre à une femme. C'est extrêmement lâche, mais c'est beaucoup plus facile. Mais apprenez les bases. Inscrivez-vous au Krav Maga, prenez quelques cours, développez-vous des réflexes, et ça vous sauvera potentiellement la vie. Et tous les hommes devraient aujourd'hui avoir ces notions de combat, en fait, de se dire, OK, là, je me fais emmerder, comment je me débarrasse de ce mec sans problème? Et c'est indispensable. Et là, j'en parlais avec mes potes l'autre jour. Donc, moi, j'ai passé du coup de kickboxing. J'ai dit, bah là, je vais reprendre le sac. En fait, je vais racheter une paire de gants et je vais reprendre le sac pour garder ces réflexes. Au cas où, si je dis pas que c'est, ouais, trop bien, je sais me battre, regardez-moi, c'est pas le but. Moi, je m'en servirai pas de manière offensive, ce sera défensif, mais au moins, ça me permettra potentiellement de me sortir de la merde. Et je pense que ce serait indispensable pour tout le monde. Ça a toujours fait partie enfin, de mes valeurs, tu vois, que même mes parents m'ont indiqué pour ça, c'est écoute, c'est te bats pas, mais apprends à te défendre. Et attends, excuse-moi, je me mouche juste. Fais donc. Ah, bon. Et d'ailleurs, c'est marrant, tu t'es fait opérer du nez, toi, il y a pas très longtemps.
Enfin, il y a un petit moment maintenant, si? Il y a 1 an, 2? Il y a bientôt 2 ans, ouais, de la cloison nasale. Mais enfin, le nez, c'est. Tu sais que maintenant, tu as vu, il y en a plein qui mettent le petit sparadrap sur le nez là, Ouais. pour s'ouvrir un peu les narines. Alors moi, j'ai essayé, ça n'a rien changé pour moi. Mais pour certaines personnes, apparemment, oui, c'est game changer. Bon, après, moi, je me suis fait opérer 3 fois du nez pour ouvrir un petit peu les valves, si tu veux, parce que j'avais du mal à respirer ou j'étais tout le temps malade. Il n'y a que la dernière opération qui a réellement fait une différence. Mais c'est encore pas parfait, tu vois. Mais J'allais dire que c'est chaud comme opération et je sais que, alors sûrement pas à l'extrême comme toi, mais depuis tout petit, j'ai les voies nasales qui sont extrêmement serrées. J'ai le nez ouais, qui est tout le temps pris, j'ai du mal à respirer par le nez, je me mouche toute l'année. C'est ça, ouf. ça peut valoir le coup de regarder. Moi, c'était mon cas, je me mouchais toute l'année. Là, c'est quand même beaucoup mieux. Ça m'arrive de me moucher encore. Bon, là, j'ai eu la crève il y a 2 semaines, donc j'ai encore des restes. Mais sinon, globalement, ça va. Mais c'est vrai à l'époque, je devais avoir un paquet de mouchoirs à portée de main absolument tout le temps. Donc, mais bon, ouais, c'est un peu malheureux. Et puis, avec toutes les merdes qu'on respire aussi, ça aide pas. Les poils de nez sont là pour filtrer, mais malheureusement, on a des inflammations qui sont chroniques quoi, dans les sinus. Donc, c'est pas fou. Mm. Et bref, juste avant, dans tous les cas, enfin, aujourd'hui ça va beaucoup mieux ton nez, je suppose. Ça va mieux, ouais. Tu peux courir en respirant par le nez. Je peux courir en respirant pour l'année, c'est exact. Ça, c'est le facteur, tu dis c'est bon, j'ai passé un cap. Ça. Ouais, juste après l'opération, quand j'ai pu commencer à me servir de mon nez correctement, ça a été le game changer. Ça a été, je vais essayer de faire du nasal, de courir en nasal. Donc évidemment, ça dépend de la cadence à laquelle tu cours. Au bout d'un moment, tu as besoin d'activer la bouche. Mais quand j'ai pu faire, je sais plus, 5 ou 8 kilomètres en nasal full, je me suis dit, OK, c'est bon. Ça a réglé le problème majeur en tout cas. Même si c'est pas réglé à 100%, c'est suffisant pour moi. Et, et du coup, en disant ça, j'ai oublié ce que je voulais dire juste avant. Ah si, je voulais dire également, tu vois, en sport de combat, moi, j'ai fait du judo comme je pense toute ma génération dans les années 2000, la plupart des gens en ont fait. Ça fait longtemps que je veux me remettre au sport de combat, mais vu que je suis épileptique, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui m'acceptent à la porte d'entrée. Les OK. mandales, c'est pas pour moi. Alors peut-être les sports de lutte, ça pourrait être plus accepté, mais Bah, il y a le jiu-jitsu brésilien qui est très populaire. Je vois beaucoup de gens s'y mettre. Pour le coup, c'est un truc, je pense que je m'y mettrai jamais. Parce que si c'est pour rouler dans la sueur de ton adversaire pendant 1 heure, moi, ça m'intéresse moyennement qu'un mec vienne me suer sur la gueule parce que ça dépend contre qui tu tombes. Mais je pense qu'il y a des mecs qui suent de fou. Et ça, c'est un truc qui me répugne. Tu vois, je peux pas me rouler avec un mec qui transpire la mort. Mais ça ne tient qu'à moi. Mais je sais que c'est un sport qui est extrêmement populaire depuis ces 3 dernières années. Il y a énormément de gens, ne serait-ce que dans mon entourage, qui ont commencé le JJB. Ouais. moi, je sais, de toute façon, après, dans le coin, il n'y en a pas énormément, mais je sais que c'est quelque chose qui me branche, tu vois. Et putain, il y a plein de points en vrai sur lesquels je veux rebondir, mais écoute, je vais essayer quand même d'avancer déjà dans la bonne direction. Toi, c'est comme le principe d'entraînement hybride, même si Mhm. aujourd'hui, toi-même, tu en as carrément fait ton nom de marque. Je sais que personnellement, ça a toujours été mon style d'entraînement. J'ai vite compris que physiquement, j'avais pas un physique énorme. Moi, j'étais même en dessous de la limite du caucasien, tu vois. J'ai vraiment une toute petite génétique. Bon, ça, j'y peux rien, c'est dû à mes parents. Mais je me suis dit: «Écoute David, à quel prix tu voudrais atteindre les 85 kilos secs?» C'est pas quelque chose qui m'intéresse et j'ai toujours voulu être complet, très polyvalent et bon sur tous les terrains et en plus, ce qui est génial, ça se lie au football américain, c'est que le football américain est clairement le sport pour moi le plus complet qui existe, vu le style de jeu. Dis-moi si tu me contredis? Ah, je pense que ça reste subjectif dépendamment des gens, mais le foot américain demande une préparation Qui excessivement était intensive. Ouais. Voilà, qui demande extrêmement complet et les mecs, quand ils jouent au niveau, c'est des bœufs. Tu vois des bœufs qui courent qui tapent des pointes à 40 dans tous les sens, c'est ouf et et à côté de ça, tu vois, c'est pour ça que moi, dans mon approche, j'ai toujours été hybride, toute l'année, je marche par cycle. Je pense que c'est un moyen également que tu fais également. Bien sûr. Voilà, pour vraiment être le plus complet et performant. Moi, l'aspect de performance m'a toujours parlé et c'est comme ça que je m'entraîne. Voilà, c'était pour rebondir dessus et il y a plein de sujets en vrai que tu as abordés, mais vu que tu partais en plein de virages, je me suis dit: Bah, «Écoute, c'est un OK». peu mon problème, je suis désolé. Ouais. Ça tangente pas mal. Je suis pareil en vrai quand je parle, mais je me dis: «Écoute, j'essaie d'en saisir quelques-uns». Comme sur l'éducation, comme sur le développement, il y a plein de sujets, mais franchement, comme même, la société actuelle, la sécurité, ça pourrait faire un podcast entier de parler là-dessus. Mhm. J'ai un gros avis là-dessus, mais bon. Écoute, suite à ça, donc, on a passé les années tectoniques et les années lycée. Tu m'as dit que suite à ça, tu prends une filière qui est pas exactement S, qui est IS.
Non, pas ISTI, STI, c'était ouais. STI. Juste le bac, en fait. C'était sciences et techniques industrielles, si tu veux, ou technologie industrielle. C'était basiquement, tu avais beaucoup de sciences, beaucoup de techniques aussi, donc c'était un truc plus orienté ingénierie, si tu veux. Je comprends que donc, suite à ça, il y a eu un 2e événement marquant dans ta vie qui était quand même la période d'harcèlement. Je pense que c'est quand même quelque chose de relativement marquant. Ouais, après, c'est pas comme si j'avais peur d'aller à l'école tous les jours, mais je savais qu'il pouvait se passer un truc à tout moment, mais j'avais pas des mecs qui me targetaient tous les jours, tu vois. Je pense qu'il y a eu bien, bien pire et des gens qui ont dû en souffrir 10 fois plus que moi, mais je savais qu'il y avait des gens qu'il fallait pas que je croise, ça c'est clair. OK. Moi, j'ai connu beaucoup de gens, hein, qui se sont fait harceler violemment au point de plus aller à l'école, même d'être déscolarisés, hein, totalement. Hmm. Donc les parents doivent se déplacer, Ouais, même j'en suis au pas lycée, arrivé hein, là. Puis pour aller ça. j'en ai jamais d'ailleurs parlé, que ce soit à ma mère ou mon beau-père, parce que Tu voulais pas qu'ils s'en mêlent, hein. je voulais pas qu'ils s'en mêlent et je voulais pas y donner de l'importance non plus. Pour moi, il y avait qu'une personne qui aurait pu régler ça, c'était mon père, si tu veux. Mais vu qu'il était plus là, bah, il fallait que je me démerde. Et juste dernier aparté, d'ailleurs tu parlais des mathématiques, c'est super déjà que tu aies toujours été bon en maths, mais tu vois, c'est là où la plupart des gens se rendent pas compte de l'important enfin des gens, des professeurs, se rendent pas compte de l'importance du rôle qu'ils ont. Parce que tous les gamins ont les maths qui sont normalement innés, mais on te dégoûte tellement avec un apprentissage qui est pas du tout adapté à l'école, que la plupart des gamins, dont moi le premier, hein, sont, bah, juste enfin, pensent être très nuls en maths, mais c'est juste qu'on te l'a appris comme une merde. Mhm. La plupart des gamins sont dégoûtés, ils savent même pas compter. La Tu plupart vois connaissent. clairement la différence en fonction des professeurs, c'est certain. J'ai eu des profs de maths pendant même ne serait-ce que mon collège pendant 4 ans où avec qui j'ai été excellent et d'autres avec qui j'étais pourri. Et pourtant, c'était la seule différence, c'était les professeurs. C'est ça. Ils se rendent pas compte que leur barrière, c'est pas juste l'instruction, mais leur rôle de l'éducation est extrêmement grand. Clairement. Et tu vois, moi, quand j'étais au lycée hôtelier en pratique, c'est grâce à ce prof d'ailleurs que j'ai eu mon diplôme, hein. J'avais beaucoup de mal, mais ce mec-là, je l'aimais pas forcément, mais c'était un vrai mentor pour moi. Il était extrêmement bon à côté du lycée, il avait plusieurs restos étoilés, il a fait des émissions, je pense que tu connais avec Samy et merde, comment ça s'appelle? C'est pas sorcier? Ah oui, d'accord. Oula, Il a Jamy. tourné des émissions. Il écrivait leurs émissions, il avait un théâtre, enfin, il avait un groupe de théâtre, il faisait des scènes pour France Bleu chaque semaine. Le mec, c'était un Ok. putain d'entrepreneur et il prenait de son temps pour être prof au lycée. Hmm. Je disais waouh. Et ce mec-là m'inspirait, j'ai tout appris de lui. Et Ok. pourtant, je n'aimais pas forcément, mais il était tellement bon et passionné par ce qu'il disait. Mhm. Et il allait bien au-delà du cours. Tu pouvais qu'apprendre. Et ça, j'aimais beaucoup. Intéressant. Et écoute, donc, suite à ça, t'as dit comme quoi t'étais en fac. Après, je savais pas trop où j'allais, si tu veux. Je quitte ma filière ingénierie, je pars dans le commerce. Donc, rien à voir. En fait, je pars en BTS Management des unités commerciales, donc MUC, qui, je crois, ne s'appelle plus comme ça aujourd'hui. Je fais un an, mais encore une fois, je fais un an dans un autre établissement que je ne connais pas. Et ça me dégoûte. Je sais pas, j'arrive pas à m'y faire parce que tu as des stages en entreprise à faire et c'est pareil. C'est ça qui est vraiment triste, ça dépend de l'humain que tu as en face de toi de- qui va déterminer ton avenir, en fait. Et à l'époque, donc mes profs étaient complètement OK. Simplement, les stages que j'avais choisis, donc ils avaient des contacts privilégiés dans certaines entreprises. Et je pars au départ à Kiabi, parce que le mec vient carrément nous faire une démo à Kiabi, enfin au lycée, en nous expliquant que Kiabi, il y a tellement de choses à faire, que ça va être trop bien, machin. Du coup, moi, je fais, bon, bah, ça a l'air top, je vais y aller. Et au final, je me retrouve à faire de la mise en rayon tous les jours de vêtements cheap. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? En fait, j'apprends absolument rien. À la fin de mon stage, on m'avait foutu dans la réserve qui n'était pas chauffée en plein hiver, où il fallait que je vide des cartons, tu vois. Je dis, mais attends, enfin, je suis en BTS management, là, je suis juste exploité au max parce que t'es pas payé en plus de ça, hein. Comme beaucoup de Du coup, stagiaires, ouais. c'était une horreur. C'était une femme, ma manager, qui avait clairement un complexe envers les hommes, donc qui voulait s'affirmer. Euh, Encore une fois, peut-être qu'elle a vécu des choses traumatisantes elle aussi dans son passé et que pour le coup, elle en a eu marre de se faire marcher dessus par les hommes. Ça peut être légitime. Simplement, elle a reproduit ce que peut-être qu'elle a vécu et moi, elle m'a dégoûté. Donc, moi, du jour au lendemain, je me suis barré. J'en ai parlé à un de mes profs qui m'a envoyé vers Darty à la place. Et Darty, c'est pareil, je tombe sur un connard à l'entretien. Donc, je me dis, en fait, qu'est-ce que je fous là? Je vais arrêter, en fait. Et t'es dans une époque où, pareil, quel âge j'ai là? Quel âge j'ai? J'ai 19, quelque chose, ouais, je dois avoir 18 ans. Donc 2008, C'est non? 2008, ouais, donc tu rebelles, tu sais, t'es là, pff, je m'en bats les couilles, de toute façon, je vais arrêter, je vais faire autre chose.
prends des décisions sur le coup des émotions, ce qui m'est arrivé beaucoup au cours de ma vie et ce qui est potentiellement une erreur. Et derrière, je change de filière, je pars dans le créatif. Donc, tu vois, ce que j'aime faire aujourd'hui. Tu vois, aujourd'hui, je co-crée des marques et je fais du branding, du positionnement et de création de produits. Et je vais là-dedans, en fait. Je vais dans une école de packaging. Donc, c'était un DUT de design et packaging. Je fais, putain, ça va être trop cool. Et en fait, c'était pas cool du tout. C'était plutôt des maths poussées, de la physique-chimie, mais c'était parce que bah, tu rentrais dans le côté packaging alimentaire, mais ça m'a pas plu du tout. Tu avais de la mécanique. Enfin, en fait, c'est des sujets, quand tu les regardes sur le papier, ça a l'air passionnant. Mais les profs étaient tellement éclatés au sol qu'il me donnait zéro envie de venir en cours. Et à cette époque aussi, pareil, je me suis fait cataloguer dès les premiers jours où j'ai été un peu le Black Swan, encore une fois, vilain petit canard, parce que, et donc, prends en tête que là, je faisais des arts martiaux, donc il fallait pas venir m'emmerder. D'autant que j'étais un peu perdu dans ma vie. Je venais de quitter une filiale commerciale qui ne m'avait pas plu. Je vais là-dedans. Moi, j'ai pas envie de perdre de temps. En plus, j'ai pas envie qu'on vienne me faire chier. Je veux juste passer mon diplôme et qu'on me laisse tranquille. Et il y a là, et le problème, c'est que là, tu sors. Donc le BTS, je le commence dans un lycée privé. Donc l'ambiance n'est pas la même parce que derrière, je vais à la fac. Et là, la fac, tous ceux qui ont fait la fac, ils savent que la fac, c'est la débauche. Tu vas dans des amphithéâtres, personne traque si tu es là ou si tu n'es pas là. Donc la plupart des gens échouent parce qu'ils n'en ont rien à foutre en fait. Ils n'ont aucune discipline, ils vont pas en cours. Et donc je rentre dans ce système-là. Ça devient comme ça, tu vois. Ça devient, c'est public. Les gens s'en foutent si tu es là, si tu pas là. Et il y a beaucoup de gens qui viennent, parce que c'était relativement réputé, il y a plein de gens qui viennent de toute la France pour venir étudier là. Et très bien, tu vois. Donc c'est des gens très sérieux, issus de bonnes familles, tout ça, donc très bien. Sauf que l'intégration, tu sais, il y a la fameuse intégration au début d'année, c'est dans un parc. Et on me dit, ouais, tu devrais venir avec nous, machin. Je dis, bah, peut-être que je viendrai, je verrai. Tu vois, ça, c'était genre un samedi après-midi. Donc moi, en plus de ça, je venais de voir des collègues, j'étais habillé, puisque le soir, je sortais. Et je me dis, bon, je vais y aller pour essayer de m'intégrer un peu, tu vois, pas pour faire le mec qui veut vraiment être tout seul dans son coin. Et là, mec, je me pointe. Et il y a d'autres filières aussi de la fac qui sont là. Et tu as des mecs, c'est des pulls à pisse. C'est des mecs, comment? J'ai pas envie de me faire des ennemis, mais des putains de. Tu vois, des mecs qui font sale sur eux. Cheveux longs, bière, tu sais, limite, pardon, des punks à chiens, mais qui sont à la fac. Tu vois ce que je veux dire? Des hippies, quoi. Ouais, on va dire ça comme ça. Et ces mecs s'amusent à soit jeter des œufs sur les passants, leur verser de la farine dessus ou leur verser de la bière dessus. Et là, je m'en rends pas compte, tu vois. Donc moi, je marche en direction du groupe, je les aperçois au loin et il y a un de ces connards qui vient derrière moi et qui me verse une bière sur la tête. Pas Et cool. là, c'est dur, là. Là, c'est dur parce qu'en plus, je suis habillé pour sortir. Je me retourne, je l'attrape. Et là, je mets le poing en l'air. Et là, je fais, t'es mort? Et au final, il y a plein de mecs qui viennent, qui nous séparent. Donc là, il commence à faire le show parce qu'il y a des gens qui nous séparent. Et là, ça part en couille, en fait. Enfin, moi, j'ai la haine. Je fais, mais t'es qu'une pauvre merde. Et en fait, il y a tous ces potes qui viennent autour, qui nous séparent, qui essayent de comprendre et qu'est-ce qui se passe et machin, tu sais, les peace and love. Moi, je leur explique, je dis, les gars, foutez-moi la paix. Je suis là pour l'intégration, j'ai envie qu'on me foute la paix. J'ai pas envie, je suis pas là pour me faire salir, pour me faire verser de la bière dessus. Enfin, pour qui vous vous prenez? Et à partir de là, toute ma classe a vu la scène et ils se sont dit, lui, c'est un. Parce que eux, c'est tous, bon, je vais employer le terme, c'est tous des putains de gauchos, tu vois. Extrême gauche, anti-violence, machin, ce que tu veux. Par contre, s'ils se font casser la bouche, ils ont potentiellement plus le même discours, tu vois. C'est ceux qui idéalisent un petit peu le monde. Et donc, ils voient ça de loin, ils se disent, oula, lui, en gros, c'est le bad boy, il faut qu'on en reste loin, c'est un bagarreur, tu vois. Donc, à partir de là, je suis déjà catalogué. Donc, dans ma classe, j'ai déjà pas de potes. Parce que tout le monde me voit comme étant vraiment l'élément perturbateur. Je suis là, premier jour, je me bats, en fait. Donc, pour eux aussi, pareil, se battre, c'est être une sous-merde. Donc, en gros, ne pas avoir les mots pour pouvoir se défendre, tu vois le genre, ça va trop loin. Et du coup, bah, je ferme ma gueule tout le long. Et toute cette année se passe extrêmement mal. J'ai pas beaucoup de potes et je kiffe pas du tout ce que je fais. Donc, de là, je commence à me dire, bon, je vais me rembarrer de ce putain de truc parce que ça me convient pas. Et de là, Attends, c'était cette année-là où je suis parti. Ouais, après l'année, donc je fais la première année, ça se passe pas bien. Je pars à la fac encore une fois, hein, dans une autre filière, une autre filiale, enfin une autre partie de la Je connais fac. les reconversions, en fait. Moi, j'ai fait 50 reconversions. Et le problème, c'est que tu es trop mal.
trop mal dirigé à cette époque-là. En fait, tu es jeune, tu es fougueux, tu sais pas ce que tu veux réellement et on te donne pas les bonnes clés. Et ça, moi, je suis vraiment mécontent du système scolaire français parce qu'on ne te donne même pas des skills qui sont réels dans la vie réelle. Enfin, on ne te permet pas de euh, choisir tes propres matières. Tu vois, aux États-Unis, en université, tu choisis tes cours. Tu sais, c'est pas tu choisis une filière. En France, tu choisis ta filière, mais on te donne l'emploi du temps qui va avec. C'est pas à la carte. Aux Hmm. États-Unis, tu peux choisir de rajouter certaines matières. C'est exceptionnel. Et il y a, Il y il a y a des... d'autres systèmes d'éducation aussi qui fonctionnent comme ça, mais en France, le système d'éducation est enfin, basé sur une usine, hein, donc Et du coup, ça a été pour moi, j'arrivais pas à trouver tout ce que je voulais. Si tu veux, il y avait des trucs qui me plaisaient, d'autres moins. Du coup, je me suis dit non, c'est pas bien. Et là, je pars en école d'informatique. Et là, par contre, ça a été la grosse erreur, c'est que je tiens 2 mois. Je tiens 2 mois dans ces cours d'informatique et je me rends compte que c'est pas du tout pour moi. Donc à partir de là, je fais quoi? Donc je suis à la maison, mes parents, du coup, mon beau-père et ma mère sont un peu furieux. Ils me disent, bah maintenant tu vas bosser en fait. Si tu veux pas aller à l'école, tu vas bosser. Parce que du coup, tu te mets à faire péter les cours tout le temps, parce que c'est des cours en amphithéâtre, donc tu n'en as rien à branler, tu y attaches aucune importance. À la fin, j'y allais, dans les amphithéâtres avec mon ordinateur et je jouais, tu vois. Ça n'avait aucun intérêt. Et du coup, j'arrête au bout de 3 mois, quelque chose comme ça, et je vais bosser. Et là, je commence à faire des travaux, des tafs de merde, en fait, de la mise en rayon. Enfin, vraiment des trucs éclatés au sol jusqu'à ce que je me reprenne et que je me dise, bon, il va peut-être falloir que vraiment je trouve un vrai avenir. Donc, je repars, en fait, dans la deuxième année de BTS commerce, de management, en fait, que j'avais fait 2 ans ouais, auparavant. c'était la chèvre. Donc, mon BTS, en fait, je le fais en année 1 et en année 4. Si tu veux, l'année 2 et 3, c'était des années perdues. Et du Découverte. coup, voilà, là, cette fois, je change encore d'établissement, mais là, cette fois, c'est là où vraiment les rails s'alignent. Je tombe sur des profs exceptionnels, pour la plupart, une classe exceptionnelle, que des gens avec qui j'ai été aligné. Je passe mon diplôme et là, je pars donc après en école supérieure où je décide de ne faire qu'un an parce qu'après, c'est trop cher. Les écoles de commerce, c'est privé Hmm. et c'est 10 000 € l'année. Et je voulais pas mettre ma mère dans cette situation, donc je dis bah moi je vais pas faire le parcours sup de 3 ans, je vais faire juste le bachelor en fait, donc ce qu'ils appellent une licence pro de 1 an, et qui coûtait beaucoup moins cher et qui permettait de partir à l'étranger. Et c'est là où on arrive où j'ai pas le choix, je dois partir à l'étranger, et c'est là où je pars 6 mois vivre à New York City. Super. Tu vois juste le gros problème avec l'école, comme tu le disais tout à l'heure, hein, c'est que on pousse des gamins à dire fais ci, fais ça, et du jour au lendemain, qu'est-ce que tu veux faire? Mais le gamin, il a jamais su, enfin, on lui a jamais appris à apprendre bah, qu'est-ce qu'il aimait dans la vie, on lui a jamais laissé du temps pour lui, on lui a juste dit fais ça et ferme ta gueule. Voilà. Et Bah, clairement, la plupart des gamins sont perdus dans ce système-là, et ça correspond à personne. idéalement, pour avoir une vraie sensation de savoir la matière, ce qu'elle va t'apporter dans la vie, il faudrait que les profs soient des professionnels. Mm. Dans le commerce, c'est de plus en plus vrai. La plupart des profs maintenant sont des profs, enfin, sont des propriétaires d'entreprise, des entrepreneurs, et ça, c'est exceptionnel. D'ailleurs, on avait ce genre de professeur dans ma dernière année de licence pro. Mais dans la science ou quoi, en fait, c'était juste des profs. C'était pas des gens qui bossaient dans des laboratoires ou quoi, qui auraient pu faire une immersion et nous montrer en quoi consistait leur travail au jour le jour. Parce que ça aurait été beaucoup plus bénéfique que de travailler sur de la théorie pendant toutes ces années et du coup se faire une idée de potentiellement là où j'ai envie d'aller et au final se rendre compte que ça ne correspond absolument pas à nos attentes. Pour ça que je suis dans le commerce parce que c'était beaucoup plus palpable. C'était OK, c'est du commerce. Donc moi, déjà, ma mère me disait, ah, t'es sûr, la vente, tout ça. Je disais, mais moi, c'est pas de la vente que je veux faire. C'est travailler dans le milieu du commerce, mais c'est pas de la vente à proprement parler. La vente, c'était une matière dans les cours, mais c'était pas la base. Tu avais plein de trucs. Tu avais sur l'import-export, tu avais de la gestion d'entreprise, du business model, plein de trucs comme ça. Et ça, c'était quelque chose qui commençait déjà davantage à me parler. Mais ça a été surtout, moi, l'ouverture à l'international que ça m'a permis de détenir cette formation. Quand on nous a dit, bah maintenant, vous avez donc 4 mois de cours, de septembre à décembre, de janvier à juin, vous vous démerdez, mais vous partiez vivre à l'étranger. Et démerdez-vous, en gros. On vous donne un peu les guidelines, on vous donne le catalogue qu'on a, donc les gens qui ont déjà fait des stages à l'étranger, mais vu que c'était une nouvelle filière, il n'y en avait pas, pas suffisamment du moins, encore moins aux États-Unis, il n'y avait absolument personne. Donc c'est là où vraiment je pense que c'est le démarrage de ma seconde vie en fait. C'est qu'à 22 ans, quand je pars vivre à New York City, de rien du tout, donc je fais un prêt étudiant, ma mère me paye le billet d'avion, et à partir de là, je m'autogère. Et ça a été exceptionnel.
J'ai vécu dans la merde, hein, dans le ghetto, à 5, 6 dans la même chambre, à se partager une salle de bain à 10, mais je regretterais pour rien au monde. C'était exceptionnel. Écoute, ce que je te propose, vu je vois qu'on a un temps limité, même je pense que ce serait extrêmement intéressant d'aborder toute cette partie-là. Je sens que moi, je me fais déjà une idée de tout ce que tu pourrais raconter parce que, bah, je suis tes podcasts. Globalement, qu'est-ce qui s'est passé, durant cette période à New York par la suite? Et est-ce que tu as un événement, qui t'a marqué durant toute cette période? Pendant New York, les 6 mois, Les 6 mois, ouais. alors il n'y a pas eu d'événement à proprement parler, en tout cas de one shot, qui m'a fait que, bon, peut-être l'arrivée là-bas, en l'occurrence, là où tu te rends compte que tu n'es plus chez toi, en fait. Parce que quand tu prends juste l'avion au départ, c'est facile de monter dans l'avion. Mais quand tu descends de l'avion à New York City et que tu n'as jamais mis les pieds aux États-Unis, que tu as 22 ans et qu'en fait, tu n'as jamais vraiment voyagé, en fait, tu peux commencer par des petits pas quand tu pars en vacances, faire petit à petit, tu sais. Mais moi, j'ai fait rien à tout d'un coup. Je suis parti j'ai jamais voyagé à, je déménage aux États-Unis tout seul à 22 ans. Donc, ça a été extrêmement inconfortable. Mais ce moment inconfortable, il a duré 2 jours, si tu veux. Ça a été le blues, tu arrives là-bas, il fait moins 20 degrés, tu te demandes ce que tu es en train de foutre là. Et au final, une fois que tu commences à t'ouvrir un peu l'esprit plutôt que de rester avec ton esprit renfermé de merde, à te dire, bon, en fait, je vais juste rentrer chez moi parce que c'était pas ce que je voulais, parce que l'inconfort devient insupportable, bah, je me suis laissé cette chance déjà de me dire, attends, c'est sûrement pas ça, vraiment. Là, tu le ressens comme ça, mais calme-toi, attends quelques jours et tu vas voir. Et c'est ce qui s'est passé. 2 jours plus tard, j'arrive dans Manhattan. J'ai toujours pas de taf, ok, parce que je cherche un stage. Mais déjà, je découvre. J'ai les yeux émerveillés. Et là, je me rends compte que, ok, je suis vraiment aux États-Unis. Et là, ça change tout parce que ça ouvre. Dans ma tête, le monde était tout petit, comme je te disais. J'avais connu que grossièrement ma région. J'avais fait quelques petits voyages avec les colonies de vacances à l'époque. Mais c'est tout ce que j'avais vu. On n'est jamais parti en vacances loin, tu vois, avec mes parents. Et du coup, là, c'était. Déjà, je suis tout seul, je suis livré à moi-même, ce qui fait que là, si tu appelles ta maman, il va rien se passer. Tu vas te démerder. Et ça m'a fait énormément mûrir et grandir ce moment-là. Ça, c'est certain. Et après, Il ça y a un m'a switch. permis de. Ah, complètement. Là, ça a été une porte qui s'est ouverte et maintenant, c'est ça ta vie, en fait. Chose que Là, je comprends. tu passes Ah, d'être un Chambérien à. Tu es un New Yorker maintenant. Donc, assume et va au bout. chose que la plupart des gens comprennent pas, ou au moins, en tout cas, j'essaie de faire réaliser aux gens, au travers d'un accompagnement. Ce qui fait la différence, c'est l'autonomie, c'est la capacité à donner des responsabilités aux gens. Quand tu comprends que tu as des responsabilités, que tu es livré à toi-même, il se passe des choses dans ta tête. Parce que tu as plus le choix. Tu es dos au mur, tu es Mhm. obligé d'avancer parce que voilà, tu es dedans. C'est la situation dans laquelle je me suis mis, clairement, je pense que les Il n'y a bons plus mots, maman derrière, voilà. c'est dos au mur. J'étais dos au mur. C'est maintenant, en fait, si je rentre, ben, je suis une risée, en fait. Parce que j'ai dit à tout le monde que je partais à New York. Donc là, tu rentres, tu vas dire quoi? Elle est où ton excuse? Tu vois, c'était trop dur, j'ai pris peur, j'étais trop inconfortable. Donc là, mon ego a pris le dessus, mais au final, je me suis intégré et c'était exceptionnel. À l'époque, il n'y avait pas Instagram et tout. Je postais toutes les photos que je prenais. Déjà, je prenais 5000 photos, même pas des photos esthétiques, c'était dégueulasse. Tu prenais des photos de tout et je postais tout sur Facebook. Et déjà, je voyais il y avait de l'entrain. Il y avait beaucoup de gens, donc forcément de mon entourage, parce qu'il n'y avait pas des followers et tout ça, mais qui hallucinaient en fait et qui disaient en fait, il l'a vraiment fait. C'est pas il est parti en vacances, il est vraiment là-bas. Et à l'époque où je suis parti, personne ne faisait ça. Toi-même, tu les faisais voyager en même temps que toi. Enfin, tu suivais tes aventures, tout ça, et c'est cool aussi à voir. Ah, c'était génial. C'était génial. Ça me permettait aussi de garder des traces et de montrer un peu à ma famille, à mon entourage ce qui se passait. Et puis j'avais envie de montrer parce que pour moi, c'était tellement exceptionnel ce qui était en train de se passer que quand tu veux partager ça avec tout le monde, tu veux qu'ils comprennent ce que tu es en train de vivre. Eux, évidemment, ils vont idolâtrer et idéaliser, pardon, plutôt, ce serait le terme, ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, mais ils se disent, putain, il a eu les couilles, quoi. Et c'est vrai que quand je suis revenu, j'avais pas l'impression que ça demandait tant de courage que ça parce que c'était devenu normal, c'était devenu mon nouveau confort. Et c'est vrai que quand je revoyais les gens de l'époque, ils me disaient putain mec, t'as vraiment eu des couilles de faire ça et tout. Parce que comme je te dis, c'était une autre époque. Aujourd'hui, s'expatrier, c'est simple, ça n'a plus rien à voir. Et je me souviens, j'étais flatté, je me disais ok, cool. Enfin, moi je trouve pas qu'il faille des couilles pour ça, mais ça m'a permis de lancer la machine. Ça a été juste la step one et après ben je suis parti en Australie, en fait, presque direct après ça. C'était 2 fois plus loin en termes de distance, mais j'étais confortable en Australie, du début à la fin, en fait. Il n'y a jamais eu de moment où j'étais en stress à me dire, ouais, comment ça se passe. Je venais de 6 mois à New York où j'avais pas de thunes, j'avais rien.
Ça s'est fait tout seul. Je suis arrivé à Sydney, j'étais un poisson dans l'eau. Ok, juste, alors, t'es parti 6 mois. Qu'est-ce qui s'est passé durant ces 6 mois déjà, globalement? J'ai fait un stage en entreprise. J'ai joué au foot américain aussi là-bas. Et en fait, j'avais une vie de New-Yorker métro boulot dodo, en fait, si tu veux. J'avais un abonnement au gym à $10 par mois à Fitness Planet, non, comment, Planet Fitness, euh, à Fulton Avenue, je crois. Et puis j'étais dans le cœur de Brooklyn. Donc en fait, tous les jours, je prenais le métro, j'allais à Midtown et je travaillais là-bas pour une boîte japonaise qui faisait des sandales, mec. Enfin, c'était un truc. Il fallait que ce soit une entreprise internationale, en fait. C'est pour ça que j'ai trouvé ça sur Craigslist. C'était cool. À midi, j'allais bouffer un petit truc, tu sais, comme en fait, comme tu vois dans les films à New York, tu as les petites barriques là, qui sont sur roues, qui vendent ça s'appelait le chicken over rice, ça coûtait $5. Maintenant, non, c'est plus du double maintenant, c'est catastrophique. Quand j'y suis retourné là cet été, c'était trop cher. Mais bref, je retournais bosser. À 15 heures, je finissais. Je rentrais chez moi, je prenais mes affaires, j'allais au gym. Je revenais toujours en métro. Et je rentrais chez moi je dormais et je recommençais en fait. Et ma vie, c'était ça. Et le week-end, j'avais entraînement de foot américain, c'était le samedi et le dimanche. Et ça a duré comme ça pendant 4 5 mois. Et après, le dernier mois, j'ai arrêté le stage et je devais faire mon mémoire. Donc, en fait, tous les jours, j'allais à la bibliothèque que tu vois dans le film qui s'appelle The Day After Tomorrow, donc le jour d'après, Mhm. celui où ils sont submergés vers la glace et ils s'enferment dans cette librairie pour se cacher des températures. Je l'ai en Et DVD. ok, moi, c'était là-bas et j'allais travailler là-bas tous les jours. C'est gratuit. C'était exceptionnel pour bosser. Du coup, je faisais tous les jours mon mémoire là-bas. Puis après, le reste, c'était pareil en fait. Le soir, j'allais au gym et le week-end, je sortais avec mes potes parce que vu que j'étais dans une auberge de jeunesse où il y avait énormément de gens, donc il y avait une chambre de 6, une chambre de 5. Donc on était 11 quand c'était plein et on avait les deux proprios qui étaient en plus. Et c'était des mecs qui étaient à peine plus âgés que nous en fait. Donc c'était super cool. C'était soirée à l'appart tout le temps. On allait au sud de Manhattan en soirée autour de NYU, donc le quartier universitaire de New York City. Enfin, c'était top. C'était top. C'était une vie où j'avais pas de thunes, certes, mais c'était exceptionnel ce que ça m'a apporté. J'ai rencontré des gens du monde entier, avec certaines personnes où je suis encore en contact avec eux aujourd'hui, 10 ans plus tard. C'est magnifique. Quand je suis rentré, j'étais une autre personne, totalement. Bah, c'est justement la question que j'allais te poser. Concrètement, quand tu es rentré, comment tu te voyais à ce moment-là? C'est quoi, entre le Quentin qui est parti et 6 mois après, C'est plus la même qu'est-ce personne. qui a évolué? C'est plus la même personne qui est rentrée du tout au tout. En fait, j'ai été quelqu'un d'autre. Et quand je suis rentré en France, je me suis plus senti chez moi, comme j'ai pu l'être par le passé. En fait, quand j'étais en France avant de partir à New York, bah, c'était normal pour moi, la vie à Chambéry, c'était ça. Sauf que de partir à New York et de revenir, j'étais plus chez moi. J'étais plus un local, je venais plus d'ici, j'étais plus la même personne et je me retrouvais pas avec mon entourage. Et j'ai commencé à être très très mal, hein. C'était début de dépression, ça a été en fait, il faut vraiment vite que je reparte. Et c'est là où je suis resté 4 ou 5 mois de plus en France, le temps de préparer le prochain voyage, faire des petits boulots de merde. J'ai fait, comment on appelle ça? C'est quoi le boulot où tu nettoies les cheminées? Tu sais, c'est un truc qui existe, qui devrait même plus exister comme Je sais métier, tu plus, sais. mais oui, je C'est qui est vraiment, t'es plein de merde, de la suie et tu vas nettoyer des cheminées, quoi. J'ai fait ça pendant 2 semaines. Quelle horreur! 2 semaines, je sais plus combien de temps j'ai fait ça, mais c'était une horreur. Mais bref, du coup, je pars à Sydney à partir de là parce que je me dis, il faut que je décampe. En fait, je n'appartiens plus ici. Je suis plus cette personne. Mon identité a shifté, si tu veux. C'est toujours moi, hein, si tu veux, mais mon identité n'est plus la même. Tout a changé dans ma tête, ce qui fait que je ne me sens plus bien ici aujourd'hui et j'ai besoin d'autre chose. Et c'est ce qui m'a fait partir sans la moindre hésitation. Ça a été extrêmement facile pour moi de partir à Sydney une fois que j'avais complété New York. Une personne que tu as reçue sur ton podcast qui a eu une arrivée aux États-Unis très dure aussi, c'est Kevin Ferreira. Qu'à Suisse, bien sûr. Ouais. Lui, il avait vécu vraiment l'extrême de l'arrivée aux États-Unis. Ouais, ça a été dur aussi pour lui, mais lui, ça a été la même époque que moi, en fait, hein. On a démarré presque en même temps là-bas. C'est dommage qu'on se soit jamais croisés. Mm. Mais ouais, on a eu des parcours extrêmement similaires dans les débuts, où lui, il est resté plus longtemps. Mais lui, il avait plus de couilles, entre guillemets, de sorte que moi, je voulais pas overstay mon visa, tu vois, je voulais pas rester. Lui, il savait qu'il était illégal, mais moi, je pouvais pas, j'avais peur de ça. Je pouvais pas, je me suis pas mis dans cette situation-là. Donc moi, je me suis dit, il faut vite que je me régularise et que je me débrouille pour avoir un visa à long terme, parce que aux États-Unis, c'est très dur de rester.
Tu peux pas t'amuser à rester comme ça longtemps. Et c'est pour ça que je suis parti en Australie derrière. Je voulais retourner aux US, mais au niveau des visas, c'était très complexe. Mais il y avait le WHV, donc le PVT, le permis vacances-travail australien, qui m'a fait de l'œil et qui a fait que bah, je me suis dit, je vais découvrir ça. Mais pour moi, c'était au départ une passerelle. C'était, tu fais un an en Australie, tu trouves un moyen de retourner vivre aux US. C'est l'objectif de départ, c'était celui-ci. Aujourd'hui, du coup, on arrive en 2021. Non, tu m'as dit que tu as fait 5 ans de transition. On est en quelle année au moment où tu décides de partir à Sydney? Sydney, c'est 2013. 2000. Oula, oui, Donc, non, t'as 21 ans, c'est ça que je voulais dire, 20, 21. non, non, j'ai 21. 22. Donc, pendant que je suis à New York, j'ai 22 ans. Mais vu que je suis né en 90, si tu veux, c'est facile de retrouver les âges. Comme toi, en année Oui, oui. 2000, C'est tu juste que sais qu'en moi, là, j'ai 2013, juste toi, tu as confondu les 13 années avec ton piges, moi, âge, j'ai c'est pour ça. 23 ans. Ouais. Donc, vu que je suis du mois de juin, tout New York, c'était de janvier à juin, donc j'ai 22 ans. Et quand je pars à Sydney, c'est novembre, donc j'ai 23 ans, si tu veux. Dis-moi juste, est-ce que tu as encore un petit peu de temps ou pas? J'ai un quart d'heure. Ok. C'est pour savoir en fait entre guillemets, je bâcle la fin ou pas. Parce que Bah, on est dis-moi à moi. combien de temps tu as besoin, mais Bah en ouais, fait, j'ai. ça dépend de Vas-y. toi aussi, ça dépend de ton parcours, et je sais qu'on est qu'à la moitié de ton parcours. Ouais. On reprend là pour les gens. Écoute, on va faire le tour sur l'Australie. Je vais te faire un bilan de fin après. Enfin, bilan, les questions-réponses. Et on verra la suite pour une Ouais, prochaine ça fois. marche. Super. Donc, 2013, tu pars en Australie, Sydney, tu passes de la neige. Je pense qu'on était en hiver quand tu étais à New York. New York, j'arrive l'hiver, ouais, donc ouais, il neige. Neige à grand soleil. Ah ouais, c'est plus la même chose là. Voilà, qui t'a dégoûté ensuite par rapport à l'Angleterre, ce que tu as expliqué tout à l'heure. Mais Ouais, d'autant plus que là, j'arrive en fin d'année en Australie et c'est le début de l'été. Donc en fait, moi, je débarque, je pars de Chambéry, il neige d'ailleurs au mois de novembre, et j'arrive là-bas et il fait 25 degrés. En fait, je pète un plomb. Mais enfin, en fait, c'est vraiment le jour et la nuit. pourquoi l'Australie? Pour des facilités, déjà le PVT, donc le permis vacances-travail, j'avais le choix entre l'Australie et le Canada. Et le Canada, au début, je regardais pour Toronto. Je me suis dit, je suis proche des États-Unis, donc ça peut être potentiellement intéressant. Sauf que le climat, en fait, je me suis dit, putain, ça me fait chier de retourner dans le froid. Là, j'ai quand même douillé. C'était pas terrible, surtout que moi, je viens de Chambéry et il fait froid pas mal de temps dans l'année. Et je regarde le climat à Sydney et j'hallucine. Je me dis, bah, je savais pas que c'était possible d'avoir un endroit où il fasse si beau, si chaud toute l'année. Donc je me suis dit, bah écoute, on teste, hein. Bon, voilà, jouer comme ça. Et c'est vraiment le climat qui a pris le dessus parce qu'au départ, j'avais trouvé, je recherchais des études dans le fitness et j'ai trouvé ce que je voulais en Australie. J'avais trouvé aussi ce que je voulais au Canada. Donc je m'étais dit, putain, je vais où? Et c'est vraiment été le dernier facteur, ça a été le climat. Ok, donc là, on n'est plus du tout dans le cursus d'études. Là, tu t'es dit, c'est bon, c'est fini, j'ai déjà commencé le travail avant. Tu as eu Ouais, ton en fait, bac, enfin la licence. je termine la licence pro, donc c'est développement commercial international. Mais derrière, je commence à kiffer le fitness. Et je me dis, putain, en fait, c'est cool. Quand j'étais à New York, des fois, des mecs venaient me demander des conseils au gym. Dans l'équipe de foot américain, on me demandait des conseils sans arrêt. Je me dis, putain, en fait, c'est trop bien. Si je peux aider les gens comme ça, c'est trop bien. Et ça me flatte mon ego en plus de ça, donc j'étais content. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas, en fait, taper une une licence de coach, putain, une formation de coach, quoi. Et d'être diplômé comme ça dans le fitness, de démarrer mon ascension dans le fitness, de voir où est-ce que ça me mène, si je me mets à créer un gym un jour ou l'autre, je sais pas où ça allait me mener. Au départ, le but était juste de coacher, de se faire plaisir avec du monde et de les transformer physiquement. C'était un kiff. Donc, je démarre comme ça, en fait, hein. Je pars là-dedans et je me dis, il faut absolument que je trouve un job dans un gym. Donc, je me suis dit, mon expérience dans le développement commercial international m'aidera sûrement. Mais let's go en fait. Ok, donc du coup, tu as passé un diplôme directement sur le terrain, un peu comme une alternance, quoi, qu'on pourrait voir en France. Ouais, clairement, en fait, j'arrive là-bas. Bah, en fait, ce qui est bien foutu en Australie, c'est que tu as un diplôme, tu as plusieurs niveaux de diplôme. Et le premier niveau, tu peux l'avoir en un mois. Ça peut aller très vite. Et ce qui fait que si tu fais ça, ça te permet déjà d'avoir un job et tu peux faire tes autres diplômes en même temps, du coup, après derrière. Alors que tu as déjà un job, donc c'est extraordinaire. Comme ça, tu n'as pas besoin de te dire, ah merde, j'ai un an à consacrer. Bon, évidemment, une formation d'un an, elle sera certainement plus complète que celle que j'ai fait d'un mois. Sauf que moi, j'ai pu commencer à bosser tout de suite et être sur le terrain. Et j'ai Mm. énormément appris après sur le terrain, bien plus qu'à l'école, en fait. Donc derrière, je trouve que une méthode de fonctionnement qui est extraordinaire. C'est comme de l'alternance, mais je bossais.
Et à côté, bah, j'avais mes formations en plus et c'était trop bien. Super. Donc tu passes ton diplôme, qu'est-ce qui se passe à la suite de ça? Tu continues à Bah, bosser dans le même gym où tu es? alors, si tu veux, au début, quand tu arrives dans un pays en plus que tu connais pas, il faut trouver un taf. Et l'Australie, tu trouves un taf beaucoup plus facilement qu'en France déjà. Les processus sont moins longs, moins fastidieux pour pas grand-chose. On regarde moins ce que tu as fait avant. C'est plutôt à quel point déjà tu as été bon sur le terrain, enfin, à quel point tu as été bon pendant l'entretien, et qu'est-ce que tu sais faire en fait. De ce que tu me dis, tu as l'air de savoir faire tout ça, on va te donner une chance si tu veux. En français, enfin après, je sais pas, j'ai pas cherché de taf récemment, mais c'était une approche qui me plaisait. C'était rapide, efficace. Et du coup, moi, j'ai montré que j'avais envie. J'ai montré que j'avais faim, ce qui fait que je ne me suis pas amusé à envoyer des CV un peu partout. J'ai envoyé, je sais pas, j'ai envoyé aucun CV. J'ai déposé un seul CV 50 fois au même endroit. Je me suis dit, ce gym, je le kiffe. Ça a été random au possible. Je tombe sur ce gym dès les 3 premiers jours que je suis en arrivant après à Sydney. Et je rentre dans le gym, je me dis, c'est un truc de fou. Déjà, d'une, je prends un abonnement ici. C'était tout fonctionnel. Il n'y avait pas de machine. Ça me rappelait le foot américain. Je me suis dit, c'est pour moi. Et de là, bah, tous les jours où j'allais m'entraîner, je demandais, est-ce que vous recherchez des gens? J'aimerais un tas dans le fitness. Je suis en train de passer mes certifs de coach. Je veux bosser ici. Je suis français. J'ai tant d'expérience de muscu. J'ai fait du foot américain, machin. Je veux bosser ici. Et tous les jours, je les ai emmerdés jusqu'à ce que le mot passe. En fait, les réceptionnistes, ils ont commencé à parler au management, à dire, bon, il y a un Français, il nous casse les couilles, en fait. Tous les jours, il nous demande s'il y a un taf ici, on ne sait pas quoi lui dire. Et un jour, bah, je reçois un appel de nulle part d'un manager qui me dit, ouais, il paraît que tu demandes à bosser ici, machin. Bah écoute, viens à l'entretien. Donc, je fais l'entretien, ça se passe super bien. Ils me disent, bon, on a un deuxième entretien à faire. Euh, bah, on verra si on te reprend en fait pour le deuxième entretien, si tu veux. Et il y avait 16 applicants, 16 personnes qui candidataient, je ne savais pas. Évidemment, ils ne vont pas te dire ça, mais du coup, je passe le premier entretien, ça se passe super bien. Mais tu vois, ce qui était drôle, c'est que moi, j'étais formaté à la française, où je vais à l'entretien super bien sapé. Chemise, machin, tout ça. Et le manager qui me fait passer l'entretien, il me regarde, il me fait, tu vas où là? T'as un date après? Tu vas avoir une meuf? Je dis, bah non. Bah, pourquoi? Il me dit, mais gros, t'es dans un gym ici, hein. T'as pas besoin de t'habiller comme ça. Et ça, j'ai aimé, tu vois. Je me suis dit, putain, ça, j'aime. Tu vois, cette culture où tu vois des trucs de merde comme on a vu avec Zelensky il n'y a pas longtemps, là, comme quoi il n'était pas habillé en costume pour aller parler à Trump. Les gens qui ont osé lui faire une réflexion là-dessus, alors que le mec est en guerre, tu vois. Bref, ça, c'est un autre débat. Mais le fait de juger sur l'apparence des gens, je trouve ça complètement con. Et en Australie, ils sont vraiment décontractés. Et ça, j'apprécie énormément parce que ça met en confiance en plus de ça. Et c'est un peu le vrai concept de venez comme vous êtes. Bon, faut pas déconner non plus, mais eux, au moins, ils respectent vraiment qui tu es dans la vraie vie. Ils veulent pas que tu respectes un code vestimentaire pour venir leur parler. Et ça, j'ai vraiment apprécié. Donc, je m'en sors super bien. Je fais le deuxième entretien et ils me prennent. Donc, je commence à bosser comme ça, sauf qu'après, tu as différents problèmes. Tu as le fait que le visa, tu puisses pas travailler pendant plus de 6 mois dans la même entreprise, chose que je ne savais pas. Donc, il a fallu que je passe sur un visa étudiant, sauf que derrière, tu peux pas faire autant d'heures que ce que tu faisais auparavant, donc tu gagnes moins d'argent. Donc, il a fallu trouver une alternative. T'es resté combien de temps en tout là-bas? En Australie ou chez En Australie, t'es resté 2 ans? 2 ans et demi. 2 ans et demi. Est-ce que tu as eu un événement marquant durant ces 2 ans et demi? En fait, pas spécialement. Ça a été plutôt la continuité des choses. Là, c'était maintenant, je suis focus. Il faut absolument que je développe ma carrière. Donc, Ok. je vais faire ce Un qu'il peu faut. business, du coup. Ouais, c'était ça. J'ai pas fait ce que la plupart des mecs font où ils se disent, je vais faire du backpacking. Par exemple, je vais louer un van et faire le tour de l'Australie. Et je pense que Road trip, ouais. ouais, le road trip, j'aurais bien aimé le faire en vrai, hein. Ça m'aurait, je pense, beaucoup apporté. Mais j'ai choisi de ne pas le faire pour me focaliser exclusivement sur le développement de moi-même sur le plan business. Je pense que j'ai bien fait. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, j'aimerais bien me taper un petit road trip autour de l'Australie. Ce ne serait pas de refus. Mais oui, il a fallu trouver des alternatives. J'ai eu beaucoup de remises en question, beaucoup de rebonds à cette époque. Je voulais. En fait, j'avais 24 ans. Je me suis dit, il faut que je devienne qui j'ai envie de devenir. Il y a trop de choses à faire. Enfin, même pas ça, c'est qu'il faut que je sache qui j'ai envie de devenir déjà. Donc, j'ai continué à. J'étais focus. Pendant toutes ces années, j'étais focus, mec. Je voyais presque pas de nana.
J'étais très, très focus. Pendant une période, je me suis mis avec une fille qui bossait avec moi, donc c'était pratique, jusqu'à ce que ça ne marche plus. Mais Moins ouais, pratique du coup. j'étais même pas sur les applications de rencontre et tout. Enfin, je veux dire, j'étais dans ma bulle. Je voulais avoir du succès. Donc, j'étais focus. Super. Écoute, je vais m'arrêter là. Je vais pas pousser plus loin. Comme on Ok, l'a vu juste avant, je t'ai proposé qu'on fasse une partie 2. Je pense que c'est déjà extrêmement intéressant et complet tout ce que tu viens de partager jusqu'ici. Donc j'ai ma petite trame en vrai que j'aurai depuis tout à l'heure. Je me dis, est-ce que je vais dans une direction? Bah non, en fait, je vais nulle part. Et j'ai quand même envie de te faire une petite conclusion avec les questions. Non, bah non, en fait, non. Qu'est-ce que je dis? Je voulais te faire une petite conclusion avec des questions sur tout ce qui a pu te marquer jusqu'ici. Mais je pense, bah non, ça serait plutôt la fin de la suite logique de la prochaine fois. Donc écoute, ok. je sais. Bah ouais, je vais te dire, on termine comme ça. Est-ce que tu aurais une note, comment dire, une leçon générale déjà que tu as pu tirer depuis tout ça, depuis. Là, on est en 2013, 2014, 2015, du coup. C'est difficile de sortir une seule leçon, mais la leçon qui m'a servi le plus en Australie, ça a été, comme je te disais, quand j'ai cherché du taf, plutôt que parce qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent, enfin, il y a peut-être moins de taf aussi en France, hein, mais qui se cachent derrière des excuses en disant, ouais, mais j'ai postulé à 50 entreprises différentes. Ce que j'ai fait, moi, à cette époque qui a marché, c'est vraiment de me dire, de montrer à l'entreprise que j'éprouve un réel intérêt pour eux et pas qu'ils font juste partie d'une liste. C'est de se Ouais. dire, quand tu veux un taf et que tu trouves une entreprise qui vraiment te plaît, fais-les chier jusqu'à ce qu'ils trouvent une place pour toi, en fait. Moi, Non, ça a c'est marché cool. pour moi, ça ne veut pas dire que ça marchera forcément pour toi, mais je pense que c'est la démarche à apprendre. Quand tu veux, déjà, il faut te dire que quand tu vas te mettre à bosser, tu vas bosser plusieurs années, peut-être des décennies dans la même boîte, autant kiffer ce que tu fais. Parce que si tu détestes ta vie, ce serait dommage. Donc, shortlist les entreprises qui vraiment te plairaient et emmerde-les jusqu'à ce que soit ils te dégagent à coups de pied au cul en te disant on veut pas de toi ici, ok, soit ils se disent, putain, le mec, il insiste vraiment, il doit vraiment avoir envie de bosser chez nous. Et ce qui fait que s'il a vraiment envie de bosser chez nous, il va faire du bon taf parce qu'il va vraiment se donner. J'aime beaucoup cette mentalité et je suis le premier à l'appliquer également. Je vais quand même te poser une question. Jusqu'ici, ça aurait été quoi ton plus grand regret? Si, après tout ce que tu as vécu d'ailleurs, est-ce que tu aurais eu un regret si tu avais pas pris Euh, une décision ou tu aurais fait une chose différente? regret, je ne sais pas si c'est le bon mot parce qu'il y a parfois où tu prends des décisions émotionnelles alors que tu aurais peut-être dû prendre des décisions rationnelles. Un remords? J'en ai une en tête, Mm. mais elle est pour plus tard en fait parce qu'elle est en Australie, donc elle est après ce que je t'ai expliqué jusqu'à présent. Il y en a eu une en effet où aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je me dis, là, je pense que j'ai peut-être pas pris la bonne décision. Mais dans tous les cas, dans la vie, tu vas avoir plusieurs branches qui vont s'offrir à toi si tu fais le nécessaire, parce que potentiellement, tu n'as qu'un seul chemin et tu n'as pas d'autres possibilités. Mais il y a des chances que tu aies plusieurs branches. Tu as ton tronc au départ, là où tu en es, et tu vas avoir plusieurs branches, mais tu ne peux en choisir qu'une. Mais tu ne sais pas ce qui se serait passé si tu avais choisi une autre branche. C'est généralement pas trop là où il faut aller, justement, parce que les regrets, c'est là où ça intervient, on te dit, ah, j'aurais dû prendre cette branche-là à la place. Sauf que tu ne sais pas si ça aurait été mieux pour toi ou pas. Peut-être que tu aurais été 10 fois plus successful, peut-être que tu aurais été 10 fois plus misérable aussi. Donc, tu ne sais pas. Donc, il faudrait éviter d'avoir des regrets au maximum, ça c'est certain. Euh, mais maintenant, les décisions que tu as prises, tant qu'à faire, il faut simplement, tu peux les regretter, mais il faut prendre responsabilité de ces décisions que tu as prises. Donc aujourd'hui, là, au stade où en tout cas on en est dans l'histoire, j'ai pas spécialement de regrets, non. Super. Je te remercie Quentin. C'est un très beau mot de la fin d'ailleurs qui pourra être marqué sur l'extrait. Je pense que j'ai pas spécialement de regrets. Tac, épisode 2. Plaisir. Super, bah écoute, j'ai rien d'autre à ajouter. C'est la première fois que je termine un épisode comme ça vu qu'on n'a pas été jusqu'au bout. Donc, Pas de souci. je te remercie. Déjà, ça fait au moins, bah, ça fait un petit moment quand même qu'on est déjà en ligne. Je pense qu'on se mettra une deadline précise pour la prochaine fois. Et puis, bah, écoute, on reparlera de ça par message. Ça roule. Moi, en tout cas, je suis très content de t'avoir eu sur ce 9e épisode. Et du coup, bah, tu sais quoi? Tu seras également mon 10e épisode, peut-être. Voilà. Je précise juste du coup que cet épisode, vu que l'autre d'avant était annulé, je sors 2 épisodes par mois, un début de mois, un milieu de mois. Du coup, il va sortir jeudi prochain. Ok. Voilà. Donc, je m'occupe de tout ça. Et je sortirai des shorts d'ici quelques mois, par contre. Je crée un décalage entre les deux. Tu fais, mec. Tu fais comme tu le sens. Super.
Ça roule. Je te remercie. Je te garde pas après, à moins que tu voulais poser quelques questions. Non, il faut que je file là maintenant. Ok, pas de souci. Ça marche. Bah écoute, bonne journée et on reprend contact rapidement. Ça marche, mec. À plus. Vas-y, bye.